Et salut tout le monde, je suis Ectelion et aujourd'hui dans le bazar j'accueille Tarabor ou Pierre pour les intimes de la chaîne Les Chroniques Taraboriennes pour qu'on échange tous les deux et avec vous autour des Chroniques de Corme. Donc bonjour Pierre, Salut! est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu qui tu es, ce que tu fais sur les internets, sur YouTube, tout ça, tout ça. Alors, qui je suis? Je suis un rôliste passionné, comme, la majorité d'entre nous, je pense, et j'ai une petite chaîne, les Chroniques Taraboriennes, comme tu l'as cité, dans laquelle je fais des vidéos, soit des vidéos de présentation de jeux, des jeux qui m'ont plu, soit des vidéos, ce que je préfère d'ailleurs aux présentations de jeux, des vidéos sur des petits trucs que j'utilise moi en tant que maître de jeu. Je suis essentiellement, maître de jeu beaucoup plus que joueur et voilà, l'idée c'était de partager un peu des petites choses comme ça avec les auditeurs. Des trucs et astuces et, Voilà, c'est ça, un peu des trucs de MJ ou des fois je peux partir sur un sujet, je sais pas, les PNJ, enfin une thématique qui est, récurrente dans le jeu de rôle et puis, donner mon point de vue là-dessus, j'essaie de creuser un peu ma réflexion. Faut savoir que j'ai pas mal de réflexions que je fais avec un pote à moi avec qui on fait des parties et on a pris depuis, 1 an et demi, 2 ans, l'habitude un peu de débriefer nos parties. mhm. Généralement le lendemain, on a encore le scénar en tête, ce qu'on a joué et on a les 2 points de vue puisqu'il y en a un de nous qui est maître de jeu et l'autre joueur. Ça peut tourner selon les cas et du coup, on se livre un peu, tu vois, le ressenti, même au niveau des règles: «Tiens, ça, on l'a joué comme ça», mais du coup, voilà et ça m'a vraiment aidé dans ma réflexion, sur le jeu de rôle, d'une manière, générale, quoi. Ouais, ouais, et moi ce que j'aime beaucoup sur ta chaîne, c'est que tu attaques souvent des points dont on pense tous à peu près la même chose, mais qu'on parle pas trop. Par exemple, ta vidéo La fin des campagnes, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vrai que les campagnes qui peuvent être très grandes, c'est pas forcément facile à jouer, c'est chiant quand ça s'arrête en cours de route. Donc j'ai bien aimé les solutions, on va dire, que tu proposes pour essayer de changer un peu ce format et c'est valable sur beaucoup de vidéos. Moi, j'ai découvert assez récemment ta chaîne, hein, j'ai découvert il y a moins d'un an, mais je me suis mangé toutes les vidéos en ligne. même, Ah ouais, les, c'est sympa. même les podcasts de 3 heures qui datent d'il y a 4 ans. Ah oui, ouais, Ouais. ouais, Les on choses en a sur fait le seuil. quelques-uns, les choses sur le seuil, ouais. Oui, donc, J'avais commencé avec ça. En fait, au départ, tu fais bien de le rappeler, au départ, c'était un podcast que j'animais avec un autre, collègue rôliste, Fabou et c'était essentiellement centré sur, Cthulhu. Pas de vidéo parce que, tout simplement à l'époque et d'ailleurs moi je n'ai pas progressé, on ne savait pas faire. Et de voilà et donc juste des discussions et puis on essayait d'avoir des invités et c'était que des thématiques, Cthulhu, qui un univers qu'on adore, tous les 2, Fabou et moi et voilà et du coup, c'est vrai que c'était long. C'est vrai qu'il y avait j'ai des souvenirs de podcasts très, très longs. mais c'était long, mais c'était pas inintéressant. Si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sont intéressés par Cthulhu, même si ça date d'il y a plusieurs années, je pense que vous pouvez les réécouter sans aucun problème parce que souvent il y a des débats autour de l'univers de Lovecraft et de mener des parties de Cthulhu, qui est pas forcément le jeu le plus facile non plus à prendre en main et à animer pour Ouais, essayer de jeu d'ambiance. retranscrire voilà, l'ambiance correctement. Mais je trouve que voilà, les échanges que vous aviez sur cette thématique étaient très intéressantes. Euh, Ouais, tiens, j'en profite si je peux me permettre. Fabou, il a un site pour les gens qui habitent Toulouse, quefaites-vous.fr. Et là encore, c'est un site thématique, je ne sais pas si tu connais, où il non. y a des articles, quelques vidéos aussi, mais c'est plus un site au format vraiment blog. Donc voilà, lui, je sais qu'il a continué ça de son côté. Hem, Ok, que faites-vous.fr. Ben, ouais. j'irai jeter un œil à ça. Et ben, avant de commencer à parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Brume et Démons et les chroniques de Corme, on va d'abord dresser un petit peu ton portrait rôliste pour que les gens sachent un petit peu d'où tu viens et qui tu es en tant que joueur. Donc, portrait rôliste. La première question, évidemment, c'est l'origine, hein. Comment tu as rejoint le hobby et comment es-tu devenu rôliste?
Alors, de la manière la plus simple du monde, mon frangin avait, je ne sais pas par quel miracle, parce qu'il s'est avéré qu'il n'était pas du tout rôliste par la suite, j'ai un frère aîné, il avait une boîte rouge, la fameuse, boîte rouge. Fameuse. J'ai fait une partie avec lui et un de ses copains, donc partie avec un maître de jeu, 2 joueurs, dont un qui a 5 ans de moins que les autres, à l'âge où ça peut, tu vois, être important. Je devais avoir 12 ans quand il en avait, 8. 17, Ok, d'accord. voilà, un peu plus, hein, je pense plutôt que j'avais 14-15 ans et puis, je suis parti en vacances et je vais taxer sa boîte rouge et lors de mes vacances d'été, je me suis plongé dedans et puis là, voilà, ça a été la révélation. Je suis revenu, ça a un peu maturé, j'ai pas tout de suite fait jouer, d'abord parce que je lui ai rendu sa boîte et puis, 1 an s'est passé et l'année d'après, en partant en vacances, j'allais prendre le bateau, moi je suis normand d'origine, j'allais prendre le bateau à Nice, passer chez mes grands-parents pour partir, en vacances en Corse et je vois ma grand-mère que j'avais pas vue depuis 1 an, tu sais les trucs de grand-mère: «Oh mon petit, tiens, voilà un petit billet, va t'acheter quelque chose». Je débarque à Nice et je pousse les portes d'une boutique, boutique de jeux de rôle et j'achète cette année-là, l'Ultime Épreuve. Je sais pas si Ok, tu oui. connais ce jeu? Oui. Avec le casque là sur la et alors là, rebelote en vacances, sauf que là, dès le deuxième jour de vacances, tous mes copains de vacances, je leur avais dit: «Bon ce soir, on fait un jeu de rôle» et ça a commencé et après dès la rentrée, tous mes potes, du Nord, j'ai commencé à jouer le mercredi après-midi, le samedi après-midi et cetera Ok. et à prendre le rôle à la place du maître de jeu, parce que, et puis bon après, Et ça après, s'est c'est parti, quoi. continué, c'est parti quoi, ouais. Ok. Bah, c'est beau tout ça. Et tous tes amis de l'époque ont accroché ou t'as eu des désistements, des... Non, non, j'ai quelques amis, alors c'est très marrant parce que, bah, à l'époque, en plus, le jeu de rôle, c'était pas comme maintenant. Heu, C'était avant, hein, tout le shitstorm avec Muriel Dumas et cetera. Donc Ouais. on était assez neutre, mais c'était quand même un jeu qui venait de loin. Les gens ne savaient pas du tout, tu parlais à tes parents: «Je vais faire un jeu de rôle chez un copain», c'est du chinois, quoi, hein, Ouais. et cetera et j'ai des potes qui ont accroché. C'est marrant parce que soit les gens, ils accrochent tout de suite et le soir même, à la fin de la partie, ils disent: «Oh, mercredi prochain, on rejoue». Soit j'ai des potes qui m'ont dit: «Bah, écoute, moi franchement, je me suis un peu fait chier, j'ai pas compris l'intérêt du truc» et là, au bout d'un moment, j'avais compris ces gens-là, je savais qu'il fallait pas insister, et le tri s'est fait dans le groupe d'amis, tu vois, Ouais. Naturellement. naturellement, voilà. Les passionnés et les non passionnés, mais ne sont restés et de toute façon, tout au long de mon parcours de jeu de rôle, moi, je n'ai croisé, peut-être quand j'ai joué en club, j'ai vu des gens qui étaient un peu là parce que c'était vendredi soir et que c'était le club, tu vois? Et sinon, j'ai connu que des gens vraiment passionnés, quoi. Ok. Et comment tu qualifierais ta première partie en tant que MJ? Alors, ma première partie en tant que MJ, en fait, Si t'en as des bah, tu souvenirs, pas hein. vraiment ouais, ouais, je m'en rappelle très bien. Tu pas vraiment là parce que, en fait, tu te caches derrière le scénario et derrière tu vois? En plus, c'est hyper dungeon crawl, l'Ultime Épreuve, c'était un truc, il devait y avoir 17 ou 18 salles. Je me rappelle de la fin de ce scénario-là qui était vachement bien. On arrivait sous le château, je crois, une grosse bébête qui nous venait dessus et il y avait une rivière souterraine et le truc, c'est qu'on avait vu, la salle d'avant, je crois, on trouve des baquets ou je sais pas quoi et pour sortir, il fallait avoir l'idée de se mettre dans les baquets, dans la rivière, et de se faire rejeter, et cetera. Et je crois que ça a été un total party kill. C'était très mal parti, parce que j'avais un paladin qui s'est fait flinguer tout de suite. Bah, on était des gamins vraiment, donc tu vois, le paladin, le mec, il en faisait un peu trop. Du coup, ça a gonflé. Il y avait, je crois, un voleur qui, dans un couloir où ils étaient en file indienne, au début du scénario, m'a dit: «Oh, je plante Panac dans son dos». Voilà. Donc ça, c'est parti en live. Mais moi, j'étais vraiment, je me cachais en fait derrière le scénar parce que j'avais juste une envie, mais zéro expérience. Et bah, du coup, tu étais là, tu lis les textes, tu fais un peu de lecture, bon, on te pose quelques questions, tu sais, c'est pas écrit, tu vois, tu l'as pas lu ou tu l'as plus en tête. Oh, il y a un petit blanc, machin, du coup, t'es pas très à l'aise. Ouais. Mais ça m'a bien plu quand même de faire ça. Et puis de toute façon, dans le groupe de joueurs que j'avais à l'époque, c'était soit je prenais la place du MJ,
soit fallait que je trouve d'autres gens pour faire du jeu de rôle. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les clubs, tous les trucs. C'était beaucoup plus difficile. Il n'y avait pas le virtuel. Ouais, c'est vrai que bon, moi j'ai commencé début 2000, donc bien après tout ça. Mais moi c'est vrai qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas non plus de club près de moi, puis je savais pas où aller chercher, et il n'y avait pas internet non plus, donc pour trouver c'était compliqué. Généralement, on recyclait un peu les copains. Donc ok. Alors ton genre de prédilection. Alors il y a des petites évolutions. Moi, j'ai beaucoup. Alors, c'est certainement parce que j'ai commencé par le Medfan. Je suis un peu de l'école de dire, c'est un peu très schématique hein, ce que je vais dire. Quand le D&D est sorti, pour moi, en jeu de rôle, la messe était dite. Enfin, la révolution, ça a été le truc de montrer qu'on pouvait faire ça, animer, coécrire une histoire à plusieurs avec des péripéties, etc. Et après, j'ai toujours un peu considéré qu'en fait, avec le Medfan, tu peux tout faire. Mhm. Ce qui est faux, hein, ce qui est faux, parce qu'il y a des jeux Medfan, c'est difficile de faire vraiment que sur l'ambiance, etc. Il y a des jeux beaucoup plus performants, mais tu peux faire de l'enquête. Tu peux faire du scénario un peu développement de personnages, tu vois, aller sur la tombe de ton grand-père et puis faire un truc pour aider ta grand-mère qui se retrouve. Enfin, on peut faire plein de choses en fait. Donc j'aime beaucoup le Medfan. En plus, au départ, il y avait surtout beaucoup de jeux là-dessus. Et après, je suis assez vite tombé dans. C'était les trucs de l'époque, hein, dans un truc un peu différent. La fenêtre, bah, c'était Cthulhu, l'appel de Cthulhu, où là, on basculait dans autre chose, vachement. Des côtés beaucoup plus simples. On joue en 1920, même si je t'avoue que quand j'avais 16-17 ans, 1920, tu vois à peu près comment c'est, mais bon, attends, ils ont le téléphone, ils n'ont pas le téléphone, tu as des Ouais. questions à la con par rapport à l'univers et à l'historicité, mais quand tu décris quelque chose, un gymnase, tu vois, une voiture, même une voiture de 1920, moi je suis pas du tout, je conduis plus, je suis pas du tout habitué à la mécanique, j'ai pas le vocabulaire, etc. Mais tu arrives assez vite à faire comprendre que c'est la voiture de 1920, tu vois, qui va se démarrer à la manivelle, machin. On trouvait des astuces. Et puis le côté plus dur, c'était l'ambiance. Et donc j'ai beaucoup aimé ce que la proposition en fait de l'appel de Cthulhu, le côté c'est pas on sort du je le tue, je le fouille, Ouais. on passe à autre chose. Ça produit, je trouve, une réflexion chez les joueurs. C'est des jeux d'enquête où tu cherches à comprendre. C'est moins sur l'action, mais il peut y avoir de l'action quand même. D'ailleurs, moi, j'aime un peu moins le virage pulp de Cthulhu. Pour moi, on passe à autre chose. Pulp Cthulhu, c'est plus Cthulhu tel que moi je l'aime, où voilà, tu joues une bibliothécaire et on a beau te donner une Tommy Gun, non, tu sais pas. Enfin, voilà, Tu restes une bibliothécaire, quoi. voilà, c'est ça, ça se finit pas au bâton de dynamite. Ouais, pour moi, c'est encore un autre genre après, quand on commence à parler de Voilà, pulp. c'est très bien Mais aussi, hein, je veux dire, c'est très ouais, ouais. bien. Mais pour moi, le Cthulhu, c'est vraiment le jeu d'horreur. Moi, pas de point de. À partir de la V6, je crois qu'on a des points qui te permettent de résister à la perte de santé mentale. Moi, je t'avoue, je me souviens plus Euh, trop là, mais ouais, oui, ça tu as des m'étonnerait pas. points dans la version de Sans détour, tu as des points qui te servent un peu de bouclier. Euh, non, moi, je trouve pas ça intéressant. Moi, c'est vraiment. J'aimais bien aussi le côté très. Comment on appelle ça dramaturgie, tu vois, faire un très tragédique, en Ok, fait, où tu sais dès le début que ton perso va mourir ou devenir fou, dans devenir le fou, meilleur ouais. des cas. Et en fait, tu joues quand même le jeu, tu vois. Ça change complètement le trope, voilà. Et par la suite, il y a des univers que j'ai beaucoup aimés aussi, même si j'ai fait une tentative avec la V5 et je pense que je vais remettre ça bientôt parce que je suis pas du tout satisfait. C'est le truc japonisant, L5K. L5K, ouais. J'ai euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'ai arrêté, comme beaucoup de rôlistes, au milieu de mon parcours. Ok. J'ai eu un, un gros stop, et puis je suis revenu par le biais du virtuel beaucoup plus tard. Donc j'ai raté, et je suis en train de la découvrir en ce moment, et du coup c'est cool, la période vampire. Ok, ouais. Là, je vais masteriser pour la première fois du Vampire V5. Et je suis excité comme une puce, et bon, j'ai pas encore fait jouer, donc mais en tout cas, je trouve ça vraiment très bien. De ce que j'ai lu, l'univers. En fait, moi, je suis pas fermé. Ce que j'ai le moins joué, je crois, c'est science-fiction. Ok. J'avais acheté le numéro de Cassius Belli, Méga, etc.
mais on n'avait pas accroché à la table. Le fait que tu puisses changer d'époque à chaque scénario, un coup tu vas jouer au Far West si tu veux, le coup d'après tu es dans une fusée ou dans un vaisseau, ça nous semblait à l'époque, on n'avait pas les références je pense, et ça nous semblait complètement incohérent, et on était déjà, tu sais, les rôlistes qui cherchent le côté non mais faut que ça soit cohérent quand même ce que tu proposes. Mmh. Mais tu sais, la science-fiction, c'est dur à maîtriser au final, suivant si tu veux trop en faire, puisque tu peux passer une séance dans un monde qui va être resté style Far West. Toi, tu viens en vaisseau, tu arrives sur ce monde, il faut se fondre dans la population, puis tu vas être limité par les enjeux de ce monde. Puis l'épisode d'après, tu vas te retrouver dans l'espace à faire du combat à coups de faisceau laser. Ah, Donc oui, mais, mais effectivement, ça c'est encore un autre débat, mais c'est vrai que la science-fiction, c'est plus dur à maîtriser. Ok, donc au final, ton genre de prédilection, ce serait plutôt les jeux d'ambiance, horreur, si je comprends bien. je sais pas, je sais pas. Après, le truc de Cthulhu, c'est qu'il y a moi, je suis un fan de Lovecraft. Ouais. Alors aussi, quand tu as déjà, tu vois, lu Lovecraft et adoré Lovecraft, tu vois qu'il y a un jeu sur ce mec-là, ah, voilà, tu fonces dessus, quoi. Je plaide coupable. Après, ouais, toi aussi, bah voilà. Et pourquoi j'aime bien aussi la Sword and Sorcery, c'est à cause de Howard, tu vois, parce que c'est aussi un auteur que j'adore. Donc moi, c'est aussi, il y a beaucoup eu ce truc-là dans mes choix. Je me rends compte que pour moi, de toute façon, ça restera toujours, même si je joue en VTT en ce moment. J'ai malheureusement, je suis à Nice, donc voilà, j'ai quitté ma région d'origine. J'ai un pote comme toi à Québec, donc on joue en virtuel en fait. Mhm. Malgré tout, pour moi, ça reste littéraire, le jeu de rôle. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais moi, il y a cette. Pour moi, jeu de rôle, je pense, littéraire. Alors que c'est un jeu conversationnel, beaucoup plus que littéraire, en fait, mais j'associe toujours le truc, Ok. y compris pour les univers et tout ça. Non, mais c'est intéressant, et j'aurais peut-être une question plus tard ou dans une future émission là-dessus, justement. Euh, eh bien, allez, je sens qu'on est encore reparti pour 10 minutes, mais ton jeu préféré, est-ce que tu as un jeu que tu mets au-dessus des autres? Alors, bah ça va faire penser à la dernière fois qu'on s'est croisés sur le live de Tabula Rasa. Ouais. Moi, j'avais adoré Rollmaster. J'ai des souvenirs à Rollmaster. À l'époque, bah, je sais qu'il y a des gens qui détestent ce jeu. Euh, Moi, ce jeu, je l'adorais parce que je trouvais que pour les propositions de l'époque, il permettait vraiment de donner assez facilement, bah, c'était long, hein, tu le payais en temps à la création de personnage, de l'épaisseur à ton personnage. Le fait d'avoir des compétences secondaires où tu allais prendre un truc complètement improbable, mais qu'un autre guerrier du groupe n'avait pas pris, faisait que je trouvais que ce jeu d'une richesse dingue. Et puis bah, le système des coups critiques. Et puis les souvenirs. En fait, là, je te dis, c'est mon jeu préféré. Je sais que le système, il a des défauts, hein. De toute façon, je ne connais pas de système Non, parfait. c'est clair. Et quand on faisait du Rollmaster, ça posait le truc. Et j'ai fait beaucoup de parties, masteriser des campagnes dans un univers que j'avais créé aussi à l'époque. Et donc ça reste, je pense, mon jeu de cœur. Ok, mais Même si je le comprends tout à fait. il est perfectible, ce jeu-là. Ok. J'attends avec hâte Against the Dark Master, là. Qui est là. Après le. Ah, tu l'as reçu, toi? Ouais, bah moi, Là, en anglais? je l'ai Bah, moi, en en fait, du coup, anglais. j'ai baqué Leto. Alors, je pense que je suis tricard pour, j'espère pas trop longtemps, mais encore un petit moment. Et l'anglais, j'attends. Ils sont en rupture de stock déjà sur leur site, Ouais. et ils ont annoncé un reprint avec les errata. Voilà. Ouais. Donc, je pense que. Mais j'ai baqué Leto aussi, parce que Ouais, moi aussi, sincèrement, je pense que en ce moment, du moins, j'avais c'est vu ta mon jeu vidéo, préféré. t'as fait une vidéo dessus. Ouais. J'ai pas J'avais fait de vidéo regardé. dessus, j'ai fait une vidéo sur mes coups de cœur 2021 ce jeu, je le passe très très haut. Et même si c'est hérité de Rollmaster que je n'ai pas connu et que je n'ai jamais joué avec Rollmaster, mais je sais que c'est la même base et je trouve ça simple en fait. Voilà. Je trouve Bah, ça. en fait, tu tires tout. Moi, c'est ce que je disais l'autre fois dans le chat là, de Taboola, c'est que en fait, c'est assez simple parce que si tu regardes Donjons et Dragons déjà, on te met pour un mec qui a jamais joué, on te met 7 dés différents.
avec des formes de dés dont tu n'as pas l'habitude. Tu vois, c'est quoi ce dé pyramidal là? Il y a combien de chiffres? Attends, comment on le lit et tout, etc. Rollmaster, 2 des 10, tout au dé 100, t'additionnes des bonus et des malus et t'as ton résultat. Et je crois que de temps en temps, tu dois jeter un des 10 pour certaines tables, etc. Mais sinon, tout est au dé 100. Mm. Après, il faut les tables, il faut les... Ouais, mais c'est pareil, les Bah, tables, on en fait tout un cinéma, mais il y a beaucoup de tables, oui, mais tu te sers pas de toutes pour ton personnage. Tu te sers de la table de ton arme ou de la table de ton sort ou de ton type de sort. Tu te sers pas de toutes les d'une tables. part, et puis moi, tu sais, je joue en VTT, donc j'attends de voir, mais à mon avis, je ne l'ai pas encore installé, mais il y a un module Pour organiser pour votre master. Foundry VTT. Ouais. Je pense que c'est automatisé, que tu vas jeter ton jet de dés et que direct, ça va en cascade t'ouvrir la table par rapport à ton arme de ton critique. À mon avis, si le rule set est bien fait, c'est ce qui devrait se passer. Ouais. Et donc, Normalement, du coup, là, tu as zéro problème. il est dispo sur Foundry et sur Fantasy Ground, de mémoire. Ah, Il vient de sortir sur Fantasy Fantasy Ground. Ground. Ouais. Ok, super. Alors, ça, c'est une question que j'aime bien poser. Vraiment, tout le monde a ce jeu qu'on adore. C'est le jeu qu'on l'a lu, ça a l'air génial. Et puis, ah non, j'arriverai jamais à le faire jouer. C'est quoi ton jeu Ah, comme ça? alors, écoute, je réfléchis parce que moi, en fait, quand je fais jouer un jeu, c'est que je me sens capable de le faire jouer. Alors, je vais te raconter une anecdote, par contre, qui est liée à ta question. J'avais acheté à l'époque L5K 4e édition. J'avais, je crois, 6, peut-être même 7 tomes en français. C'est-à-dire, je crois, l'intégralité des livres qui étaient sortis en français. Mhm. Je les ai lus. Je me suis dit, putain, trop génial. Eh bien, je n'ai pas fait jouer. J'ai revendu ce jeu, parce que moi, je ne suis pas trop collectionneur. Donc, en fait, pour pas trop que le jeu de rôle vienne grever mon budget, quand je ne joue pas à un jeu, je le revends. Je me dis, ça profitera à quelqu'un qui va avoir envie de faire jouer ça, il le fera. Et puis moi, même si je perds un peu d'argent, j'ai quand même lu le jeu, voire fait quelques parties avec. Et avec ce qui me revient, je rachète un nouveau jeu vers lequel je peux me tourner. Et j'ai pas fait jouer à la 5e. À la 4e. Quand la 5e est sortie, j'avais revendu ma 4e, j'ai racheté la 5e, et là j'ai dit on va essayer de faire jouer. Et parce que je me sentais. Bah, bref, pour répondre à ta question, j'ai pas de jeu où j'ai lu, j'ai adoré. Et généralement, quand j'ai adoré, j'ai pris le temps qu'il fallait pour me donner les moyens et me dire non, je fais jouer. Tant pis si je fais mal jouer, tu vois. Mhm. Il y a certainement des jeux que j'ai bien moins masterisé que d'autres parce que pas assez de connaissances, pas assez de recul. Là, tu vois, j'attaque une campagne de vampires. J'ai lu Sacré morceau aussi, hein. j'ai lu le Requiem, qui est sorti chez Agathe. J'ai lu la V5, tout ce qui est sorti en français. Et je vais faire jouer la campagne du commerce parce que ce que j'aime bien faire quand le jeu est nouveau, c'est que je prends une campagne écrite pour déjà voir un peu ce qui fait qu'à par la suite, tu vois, j'ai déjà lu une campagne et je vois un peu sur quoi ils insistent, ce qui est important, etc. Et peut-être je vais me planter royalement, mais non, là, je me sens prêt, je vais me lancer. Non, J'ai pas de jeu où j'ai dit non, trop bien. J'ai un pote par contre qui avait acheté Légende Celtique je ne connais pas ça. et alors là, pareil, on était tous, c'est un vieux jeu ça. On était tout jeunes. Alors lui, il voulait acheter autre chose que ce qu'on avait déjà et donc moi j'étais sur D&D, il avait quelques bouquins, mais il avait envie de proposer un autre jeu. En fait, il l'a acheté, il l'a lu et puis il nous a dit après trop compliqué. Trop compliqué. Pour faire un marchand, tu passes 4 heures, tu comprends rien aux tables, aux trucs, au machin. Bon, je pense il y avait des petits soucis aussi. Mais bon, j'ai vu sur des forums que des gens avaient tripé à mort sur ce jeu, sur le côté très simulationniste. Oh, bah, de toute façon, chaque jeu a un peu sa communauté de fans, hein. Il y a toujours des gens qui arrivent à jouer un jeu. Alors attends, il me revient un truc en tête. S'il y a un jeu où je n'ai fait jouer qu'un scénario, et après j'ai dit stop, et c'est pareil, alors parce que moi, quand je me déclenche sur un jeu, j'aime bien aller au bout du jeu. C'est-à-dire que s'il y a des suppléments, machin. Septième mer. Ok, ouais. Dernière édition, c'est Edge, je crois. Euh, Bah, ça a changé c'est maintenant. pas Studio Agathe de mémoire? Je crois que c'est Ah, Studio mais je crois Agathe, que, hein. ouais, je me demande si à une époque c'était passé Edge. Bon, ouais, Je sais maintenant pas. tu as raison, c'est Agathe. J'avais acheté, j'ai fait jouer le scénario d'introduction,
J'avais adoré tout ce que John Wick avait écrit, qui avait été traduit, le background, l'univers, le truc. Et j'ai fait le jouer. J'ai pas du tout aimé le système de mise. Et aussi, effectivement, là, je me suis dit, non, c'est trop les bouquins sans illu, là, sur 2 colonnes, quand il t'est fadé 1000 pages. Et tu dis, ouais, mais maintenant, comment je vais faire jouer ça? Par où je l'attaque, quoi? Parce Ouais. que c'est tellement, tu vois, tu fais jouer des Castillans, des machins. Et ça, j'ai pas fait jouer. OK. Mais par contre, l'univers t'avait convaincu, quoi? Ah, l'univers m'avait beaucoup plu, ouais. OK. Et le côté de la magie aussi, le fait qu'il y ait des magies différentes par peuple. Je me rappelle que les Français, en fait, ils percent ils font des trous dans la toile de la réalité. Enfin, c'est une magie, j'ai trouvé qu'il y avait d'excellentes idées dans le jeu, mais pas toujours facile. Et pour l'instant, il y a un jeu qui est en attente chez moi, c'est Mage. OK, OK, tu les Voilà, difficultés, toi. voilà, Tu les encore une défis, quoi. fois, je fais l'intégrale chez Arcane. Moi, Arcane, j'adore cet éditeur-là. En ce moment, je crois que c'est vraiment mon éditeur préféré dans les propositions, hein, tout simplement parce que les jeux qui sortent m'intéressent beaucoup. J'ai lu tout le Mage, là, c'était avant de lire Vampire, donc j'étais déjà un peu échauffé. Et, et c'est pareil, je temporise. Alors, un, parce que je pense que ça va être complexe, et deux, parce que j'ai pas envie de faire payer aux joueurs un ticket d'entrée trop important pour derrière, tu vois, un truc qui tient pas toutes ses promesses ou qu'on avorte parce qu'on arrête, parce que ça accroche pas plus que ça. Là, c'est quand même le ticket d'entrée est un peu lourd. Alors je sais pas, je vais essayer peut-être avec des pré-tirés sur un petit scénar, OK. on verra. Mais voilà, Heu, c'est les 2 jeux, Mage, accroche-toi parce que le scénar, il peut vite partir en n'importe quoi. Grâce aux c'est ça capacités qui des est un joueurs, peu c'est moi je trouve que c'est dur, de ce que j'ai lu, tu vois? Je trouve ça dur, parce qu'en fait, il faut des joueurs qui sont très forts sur la créativité, enfin l'imagination. Tu vois? Du fait que la magie soit toute freeform et qu'il faut décrire, je pense que l'intérêt du jeu, il est là. Si tu as des joueurs qui sont pas dans le délire, tu vois? Et qui sont un peu secs au moment où ils doivent mettre en scène leur sort et tout, je pense que c'est pas terrible, tu vois? ouais, c'est sûr que c'est un jeu où il faut que les joueurs, rentrent dans le truc. Si les joueurs ne rentrent pas, il faut changer de jeu, parce que ça marchera pas, C'est ça. Et effectivement. moi, je trouve que le ticket d'entrée, il est un peu rude de dire à tes potes, «Bon, on fait un truc, on va se concentrer pendant une petite douzaine d'heures, on va lancer la partie et si vous rentrez pas, bah, on se retrouve pour essayer un autre jeu». Tu vois? C'est ça qui m'arrête, en fait. Ouais, je comprends. Mais bah, tu vois, moi, par exemple, je suis le mauvais joueur pour jouer à Vampire, par exemple. J'aime beaucoup l'univers, mais en tant que joueur à Vampire, je rentre pas dedans, j'y arrive pas, et j'ai toujours l'impression d'être un pion, ce qui est le cas, d'être le pion au Ouais, milieu d'un énorme échiquier, et que au final, peu importe ce que je fais, j'aurai aucune liberté aucune d'action. liberté Ouais, d'action. Voilà, tout est déjà préfet, ce qui est faux et vrai en même temps, mais voilà. ouais. Ça peut faire ça aussi à L5K. Ok, j'ai En jamais joué fait, en c'est solo. tous les jeux où, bah, L5K, au lieu d'être, dans les intrigues avec les clans et cetera et donc d'avoir des supérieurs et cetera, bah, tu as un daimyo qui est ton supérieur, Ouais. qui peut te demander de faire seppuku, tu vois? Et tu dois respecter le code du Bushido qui est hyper contraignant. Mais moi, finalement, je trouve que ces jeux, ils sont forts dans leur proposition parce que justement, ils mettent des contraintes autres que sur les mécaniques ou sur un jeu comme Pathfinder ou D&D, tu vois, tu as une contrainte de mécanique. Tu peux pas rentrer en rage si tu ne joues pas un barbare, par exemple, ou tu ne jettes pas de sort si tu joues pas un magicien. Là, c'est des jeux où tu as beaucoup de potentialités, tu vois, Vampire, tu as vu les dons des vampires, enfin, ce qui correspond aux dons, les disciplines, Ouais. c'est énorme ce que tu peux faire, mais en même temps, tu es toujours contraint parce que ton supérieur, qu'est-ce qu'il va penser de toi dans la camarilla, voilà. Et moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Il faut les scénarios qui axent là-dessus et les joueurs aussi qui ont envie de faire vraiment de la diplomatie, tu vois, on marche sur des œufs. Ouais, bah, mais Mais c'est je trouve, clair. Mais c'est une des difficultés de Vampire, et tu verras, tu t'en rendras compte sûrement en faisant jouer un scénario officiel. Pour une petite parenthèse, mais j'ai la même approche. À chaque fois que j'achète un jeu, je fais toujours jouer un scénario officiel avant de faire mes propres scénarios, pour voir le goût que voulait donner l'auteur à l'univers, ou les auteurs. Puis voilà. exactement. Et, et Vampire, c'est une des difficultés, c'est que les scénarios officiels ont toujours un goût un peu bof-bof. Il faut vraiment se l'approprier, parce que ça peut partir tellement dans tous les sens que voilà, et les scénarios sont jamais excellents. Après, ouais, bah, c'est sa mauvaise réputation sur les scénarios. Là, moi, j'attaque la chute de Londres. Ouais.
qui est pareil, qui est un peu bizarre parce que c'est, sans spoiler, c'est quand même un enfin, de toute façon, bon, il y a des vidéos qui en font la présentation qui le disent déjà, c'est un peu une quête. Et à Vampire, tu t'attends pas à jouer des quêtes, comme tu joues des quêtes, de mettre fan, tu vois? Mmh. Donc, on va voir ce que ça va donner. À voir après si ça permet de rattirer du monde dans cet univers génial qui est, le World of Darkness, le monde des ténèbres, c'est génial aussi. Mais d'ailleurs, je Mmh. pense que c'est leur plan, que la 5e de Vampire, c'est, une édition qui est un peu réservée à ceux qui connaissent déjà un peu Vampire de mémoire, je crois, et qu'après ils veulent faire une nouvelle édition qui est plus adressée pour les nouveaux joueurs, pour attirer de nouveaux, de nouvelles personnes. Alors je sais que là, ils vont sortir un Players, OK? pour l'instant en anglais, parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est un peu, tu as des clans qui apparaissent, dans des suppléments et ils veulent tout regrouper, tu vois? OK. Bouquin, je pense qu'il y a beaucoup de marketing là-dedans aussi, hein, tu vois? De dire, le bouquin que tout le monde va acheter, c'est le bouquin qui te permet de créer ton perso. Autant maintenant qu'on a vendu les suppléments, autant refaire un bouquin qui reprend tout et qui est un peu le truc ultime à avoir, que tu poses sur la table, lors de la session 0 pour créer les persos, OK, mais toi, je me demande si je me suis pas planté. Je me demande si l'édition qui est réservée un peu aux anciens, c'était pas le 20e anniversaire, avec l'édition qui est C'est ça, pour c'est les ça. nouveaux joueurs, c'est Parce la 5e. Ouais, c'est ça, je me suis planté. Voilà, ils ont changé quelques mécaniques. Alors moi, j'en ai discuté avec quelqu'un qui connaissait la 20e. Moi, je connaissais pas la 20e de Vampire. Par contre, j'ai acheté, après, pour compléter le lore et puis ma compréhension de l'univers, j'ai acheté, toujours chez Arcane, traduit en français, l'Âge des Ténèbres, Mmh. qui est 20e, qui est sur les mêmes règles que, je pense, Vampire Camarilla, la Mascarade, 20e. OK, ouais. Mais moi, j'ai fait une partie de Vampire V5 et en tant que joueur, j'ai quand même bien apprécié, le la partie. Hem, voilà. Bon, on va recentrer un peu le débat parce qu'on est parti sur Vampire, c'est pas du tout le but à la base. Alors une dernière question et après on passe vraiment, à Brumes et Démons. Le jeu auquel tu veux jouer en 2022 absolument, est-ce que tu en as un? Ah, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y a Coriolis qui m'attend là sur une étagère. Donc faut que je lise, faut que j'ai envie de jouer la campagne, en fait. OK, ouais. C'est les L'émissaire, émissaires perdus. perdu? J'allais dire brisé ou perdu, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est un truc comme OK, ça. OK. Même si je crois qu'il y a que le premier tome qui est sorti en français et j'ai envie de peut-être juste faire un petit one shot avec des pré-tirés pour, caster un peu des joueurs, voir si ça intéresse tout le monde à la table et après direct de faire, la campagne qui est prévue pour. Donc ça, j'aimerais bien jouer en 2022. Comme je te le disais, j'aimerais bien revenir sur de la V4, L5K. De la V5 ou de la V4? Non, de la De V4. la Là, je suis V4, OK, repassé à la tu ce veux que je t'ai pas retourner à dit, la c'est que V4. j'ai racheté les bouquins. Là, je suis en train OK, d'essayer de récupérer les bouquins de la V4. J'ai trouvé le bouquin de base, pas trop cher en plus, donc j'ai eu de la chance et puis, là, je cherche à compléter et j'aimerais revenir pour y jouer avec la V4, puisque je n'ai joué qu'en V5, en fait et j'aime pas rester sur, tu sais, un échec. OK, ouais. Je me dis: «Il y a moyen de faire un truc super avec ce jeu, il faut que je réessaye» et le second chapitre de ma campagne Medfan que je viens de terminer, que j'ai prévu de m'autoriser avec Against the Dark Master. Donc OK, d'accord. ça, c'est les Heu, trucs de 2002, ça fait déjà un bon la pile des trucs à jouer, tu vois, qui s'empile. c'est ça. Ça, c'est prévu pour 2002, on y arrivera peut-être en 2046 à peu près. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que moi, en plus, moi, je joue pas beaucoup, hein, je joue une fois par semaine. Ouais, je sais. Enfin, moi, je trouve ça pas beaucoup. En même temps, moi, souvent, j'écris mes scénarios quand même. Donc, quand tu dois fournir, tu vois, du scénario de campagne, machin, toutes les semaines, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais, il y a des gens qui jouent 3-4 fois dans la semaine, hein, avec le virtuel, Ouais, mais c'est ça, pas c'est la beaucoup, j'ai envie de te dire, ça dépend parce que est-ce que, je sais pas, mettons, tu joues le jeudi, mais le lundi, tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire, et à poser une ébauche de scénar, mardi, tu écris, mercredi, tu prépares tous tes assets, jeudi, tu joues, toi, ça commence à faire beaucoup déjà, tu vois? Non, alors moi, je vais te dire, c'est un peu différent. Moi, je suis un couche-tard, mais lève tôt. En fait, je dors, pas beaucoup, ce qui fait que, généralement, à 5h30, je suis devant mon portable et je suis enfin en train de travailler soit sur des nouvelles, soit sur des scénarios.
tous les matins. Bah, c'est marrant, Qu'il y ait une partie le lendemain ou qu'il y ait une partie, tu vois? Donc c'est une forme de jeu aussi, hein. Moi, je sais aussi que quand je crée des scénars, par exemple, moi, je suis dans l'univers, je suis en train de jouer, je kiffe, tu vois, ce que j'écris, machin, c'est un vrai plaisir. Et comme bon, je suis prof, enfin, je suis musicien et je donne pas mal enfin, c'est surtout les cours en fait qui me permettent de payer le loyer. J'ai rarement des cours, tu imagines, à 9 h du matin, tu vois, il y a peu d'élèves qui veulent jouer de la basse ou de la guitare à 9 h du matin. Donc en fait, tu vois, j'ai des longues plages comme ça, tôt le matin. Et avant de partir au boulot, j'ai déjà au moins fait presque tous les jours, 2 heures à 2 h 30, 3 heures de jeu de rôle, d'écriture, de réflexion. J'ai des petits carnets, évidemment, comme tout MJ, tu vois. Mmh. Tu notes des trucs. Ah là, la salle, elle est bien, mais il manque un truc. C'est marrant, c'est fou en fait. J'ai vraiment l'impression de trouver mon écho chez toi parce que j'ai le même truc. Moi, je me lève à 4h30 du matin. Quand on me demande pourquoi, c'est le seul moment où on me fout la pêche jusqu'à 7 h du matin avant d'aller bosser. Ah, et Ouais. moi, je suis plutôt quelqu'un du soir, en plus, musicien, machin, enfin, tu vois, tu es plutôt habitué entre guillemets, au monde de la nuit. Et j'ai découvert que en fait, on est très productif le matin, surtout pour rédiger des trucs, etc. Moi, je pensais que j'étais meilleur le soir. Alors, autant pour aller faire des concerts, machin, chanter, jouer de la gratte, ce que tu veux. Le matin, pour écrire, c'est là que je suis le plus efficace. Et je Beaucoup suis plus qu'en soirée. 100% d'accord avec toi. Et je suis aussi un couche-tard. Je me couche environ vers minuit, minuit et demi pour me lever à 4 h. Donc voilà, je trouve vraiment Pas mon mal. écho chez toi. Tu es le seul autre taré que je connaisse comme ça. Très bien. Bien, et ben maintenant, donc. Méfie-toi parce qu'en vieillissant, c'est de pire en pire, hein. Ah oui? Plus ça va, Tu vas plus tu te lèves tôt? Moi, plus ça va, moins j'ai besoin de dormir, en fait. Oh, mais c'est génial! Ah bah oui, moi je trouve ça super bien, hein. Ah oui, oh, c'est Je trouve génial ça super bien. dormir, quelle perte de temps alors qu'on pourrait écrire ou jouer à des jeux de rôle. Mon Dieu. C'est ça. Et bon, et ben maintenant qu'on a fait un peu ton portrait de rôliste, attaquons tout de suite Brume et Démons, les chroniques de Corne. Brume et Démons, hein, c'est toi qui a écrit. C'est, disons, un fanzine, un petit magazine comme ça que tu auto-édites, sorti sur lulu.com. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est Brume et Démons? Alors oui, je vais essayer du moins. Brume et démons, c'est, un moment, je me suis retourné un peu vers l'OSR, pour tester un peu autre chose, tu vois? Un peu fatigué par la 5e édition, en fait, en Medfan et je me suis dit: «Bon, ce qu'il peut faire de l'OSR, j'en ai fait, on en a tous fait, et qu'est-ce que ça va m'apporter?» Et je me suis dit: «Ce qui pourrait être sympa, c'est d'essayer de développer un univers». Or, il se trouve que j'avais déjà commencé à travailler sur un univers, en faisant pas mal de vidéos assez longues d'ailleurs il y a toute une série, une playlist sur ma chaîne, sur cet univers de Korn. Et je me suis dit: «Bah, je vais tout simplement essayer de faire un petit fanzine où à chaque fois je proposerai et du lore et un petit scénar et des éventuels ajouts de règles, des house rules, que j'utilise et que je trouve sympa, à proposer, voilà, si d'autres veulent les tester aussi». Mhm. Du coup, voilà, ça a été le truc de départ et je me suis dit: «C'est bien aussi depuis le temps que tu écris des scénarios, d'en faire autre chose que juste les faire jouer à 4 ou 5 personnes et puis après basta, ça finit dans un carton». Et puis moi j'ai fait beaucoup de déménagements, je suis au 26e déménagement, donc il arrive un moment où le carton, voilà, comme j'expliquais, l'autre jour, Il s'est les perdu. mes Rollmasters les Rollmasters, le carton de Rollmaster, pouf, il a disparu. Donc voilà, donc c'était l'idée, et en parallèle, j'avais commencé aussi à proposer des scénarios à des éditeurs. Heu, voilà, avec plus ou moins de bonheur. Là, je suis content, je peux te le dire parce que là, maintenant, ça y est, c'est sûr, c'est sorti. J'ai dans un supplément de Défis Fantastiques, Mhm. les périls dans les terres de Titan, je pense qu'il va s'appeler. Il va sortir là, très prochainement. Voilà, j'ai un scénario, que j'ai écrit pour Défis Fantastiques, bah, pareil, une histoire que j'avais écrite pour moi au départ et puis, ben, en croisant les gars sur les forums et tout, je «Ça vous intéresserait un scénario?»
etc. Ah, bah, c'est J'ai génial. écrit, oui, j'ai écrit une petite campagne aussi pour Brigandine Ok. V2. Donc là, il a sorti le jeu. Ah, il va Et sortir. Il l'a fait financer, mais il n'est pas encore sorti, il me c'est ça. semble, la V2. Ouais, Ouais. ça. Il est en train de, ouais, c'est ça. Il a fait financer et derrière devrait sortir la campagne. Bah, c'est Donc trop moi, bien. voilà, j'aime bien ça. Moi, c'est un plaisir d'écrire, hein. Moi, c'est Ok. presque autant que de jouer, pour être tout à fait honnête. Euh, Ouais, moi, de mon côté, j'ai un peu de mal des fois à dissocier les deux, puisque comme tu dis, quand j'écris, je joue aussi quelque part. Je me pose les c'est questions que ça. se posera un joueur, puis j'essaye de faire les choses logiques. Euh, ok, donc Brume et Démons, donc c'est sorti sur Lulu. Euh, une question qui me vient comme ça, parce que là, tu l'as mis avec un système de règles, enfin, c'est les compétences et tout de Old School Essential, donc OSE. Et tes House Rules donc part du principe qu'on utilise OSE. Est-ce que Quel a été le choix? Est-ce que c'est parce que c'est le jeu que tu avais sous la main? Est-ce que tu t'es dit à un moment, tiens, je vais plutôt rendre ça comment systemless, je sais pas le mot en français, mais agnostique, voilà. Ouais, faire disparaître un peu le système. Alors, ouais, il y avait un peu une fatigue de la 5e Mhm. et de Pathfinder. Les jeux à dons, en fait, il y a une fatigue des dons, voilà. Parce que, voilà, au bout d'un moment, moi, je trouve que voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est trop répétitif. Tu fais tout le temps les mêmes moves. À un moment, à tel niveau, il faut utiliser ce don-là. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Donc pourquoi tu feras un truc moins bon si tu peux faire ça? Enfin, il y a des problèmes, je crois, avec les dons. Et puis l'idée de me dire aussi, bah, tiens, maintenant j'ai un peu de recul sur mes parties. Je vois ce qui fonctionne et qui enthousiasme les joueurs à la table. Tu vois, où ils sont contents d'utiliser ces mécaniques. Et je vois les trucs qui embêtent un peu tout le monde à la table et qu'on pourrait essayer de traiter différemment. Et Ok. donc, c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Oz. Et là, ça a été c'est la base, quoi. Je me suis dit, mais en fait, cette base, elle suffit. Avec des joueurs qui font du bon roleplay, qui ont envie de jouer, qui sont tenus, qui s'investissent dans le scénar, dans l'histoire, dans l'intrigue, dans raconter l'histoire ensemble, ça suffit largement. Et donc, je suis parti là-dessus de dire on va le faire en old school. Mais depuis, comme je continue à mener ma campagne, là, dont on vient de finir la première grosse chronique, j'ai encore passé, je ne sais pas si tu as vu sur ma chaîne, une vidéo qui s'appelle Frankenstein, Oui, ça où j'ai vu. voilà, j'agglutine encore, là je repars de la 5 et je refais un conglomérat de règles. Et je crois que là, j'ai trouvé une façon de jouer à du D&D-like en prenant dans tous les hacks que je connais, même Index Card RPG, j'ai pu choper des idées là-dedans, etc. Alors, c'est du pillage, hein, je le dis Oui, oui. ouvertement. Il y a quelques petits trucs que moi j'ai mis, mais ça peut être aussi bien sur un forum. Je vois un mec qui dit tiens, moi je fais comme ça. Ah, bonne idée, tu vois. Et voilà, je prends, je teste en partie. Et là, je suis arrivé, les 4 dernières sessions, on les a jouées avec ce Frankenstein là, et c'est super fluide, Ah, bah, les joueurs ont adoré c'est et génial. Et après, t'inquiète pas pour l'effet pillage. Je ne pense qu'aujourd'hui, aucun jeu ne sort sans piller, ne serait-ce qu'à Donjons et Dragons première édition. Donc, le concept, tu vois. Mais chaque ouais, règle vient nourrir le système suivant. C'est normal, c'est logique. Et moi, si je c'est sortais un ça, système aujourd'hui, ce qui arrivera sûrement un jour, eh bien, il y aura très certainement du pillage aussi. Mais la question derrière ça, c'est parce que là, on voit qu'il y a un petit 1. Je sais que dans ta vidéo, tu dis que tu prépares le 2 en ce moment, que tu devais commencer les playtests. Merci pour la lumière. je viens d'apercevoir. Donc, la question, c'est est-ce que dans le numéro 2, tu resteras sur Old School Essential ou est-ce que tu vas changer pour mettre en Frankenstein ou tu vas assurer une certaine cohérence? Alors en fait, figure-toi que j'hésite parce que le 1, j'ai fait une vidéo d'ailleurs quand j'ai parlé moi-même pour lancer un peu le truc, tu Mhm. vois. C'était aussi un peu pour tester la potentialité du truc, c'est-à-dire est-ce que ça intéresse des gens ou pas. Et il y a pas eu foule hein, pour l'instant. Peut-être après ton émission, Peut-être, ça va ouais. se déclencher. C'est pas le but si tu veux, mais j'ai vu que ça, en fait, le côté old school, non seulement déjà il réduit, je pense, la marge de joueurs intéressés par ça, parce que c'est quand même un style bien spécifique, mais en plus, il est déjà pas mal préempté par d'autres éditeurs qui sont, je pense à DCC par exemple, tu vois, un mec qui aime le old school, pourquoi il viendrait
tu vois, jouer là-dedans, alors qu'il prend un DCC, il a 20, 15 scénars d'avance à pouvoir faire jouer et tout, etc. Donc j'hésite pour le 2. J'hésite, parce que là, l'étape d'après serait soit qu'il faudrait que je franchisse le pas de vraiment essayer de voir les histoires de droit, mais je crois que sur les mécaniques, on peut faire un peu ce qu'on veut, et proposer les règles dont je te parlais du Frankenstein, de les mettre au propre, Mhm. et de continuer avec ça. Soit repasser sur un truc sans règles. Enfin, tu vois, j'ai lu récemment, j'ai acquis la Elite au grand format parce que je l'avais acheté en petit, mais c'est trop Je me souviens de la trop vidéo, oui. difficile, trop difficile à lire. Par contre, c'est très bon, hein, je trouvais ça vraiment super bon. Et là, je l'ai racheté en grand format, je me remets dedans et je me dis, le fait, tu vois, d'évacuer complètement le système, c'est pas mal aussi. Parce que ça t'oblige, en tout cas, moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est que tu te caches pas, quand tu rédiges des scènes, tu te caches pas derrière les mécaniques. Tu vois, t'essaies pas de dire, là, la scène, bah, je vais pas peaufiner les détails parce que ce que je veux, c'est que ça amène un combat ou tel type de résolution. Et tu vois, on peut rester vraiment dans la dramaturgie, l'écriture, sans mécanique, en fait. Et ça doit fonctionner comme ça. Je veux Mhm. dire, après, celui qui veut le faire jouer avec Against the Dark Master, il fait jouer avec. C'est sûr, il a un petit boulot, il faut qu'il fasse les Oui, PNJ, tu vois, mais. Donc peut-être ça va continuer sous cette forme-là. Là, je suis en réflexion. Pour l'instant, ok. j'ai un peu levé la plume et dire bon, attendons de voir, qu'est-ce qui serait. J'ai pas, moi, je me sens pas l'âme d'un concepteur de jeu. Donc même si je l'ai fait pour moi, tu vois parce que j'en ai une version, hein, j'ai un document, tu vois, le Frankenstein. Mhm. C'est un truc, ça doit faire 40 pages. Il y a des copier-coller dedans, il y a des trucs rédigés. Euh, ça m'intéresse pas, en fait, comme écriture. Tu vois, si j'écris quelque chose, je préfère écrire une histoire, un PNJ, une intrigue, d'écrire un décor, etc. Donc, je suis un peu sous le coup de la flemme, là, je l'avoue, et peut-être continuer, ou alors, tu vois, essayer peut-être de faire une espèce d'atlas de Corne, Ouais, bah tu oui. vois, de Proposer juste faire, un univers, quoi. Un univers, c'est et ça, puis après, débrouillez-vous à faire jouer avec le jeu que vous voulez, quoi. exactement. Ok. Mais, Et voilà. mais justement, on parle d'univers, on parle de tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Comment t'es venu l'idée? Et pourquoi, en fait, est-ce que tu t'es dit, tiens, au lieu d'aller acheter un univers tout près dans un magasin, je vais faire le mien? Ou de jouer dans un univers que j'aime, je vais créer le mien, je vais écrire le mien. C'est une question un peu, voilà, je m'attends déjà à la réponse, mais... ouais. Bah, en fait, je vais te dire honnêtement, par habitude, parce que depuis que je joue, je fais ça. Je parlais de Rollmaster tout à l'heure. J'ai encore le truc en tête. J'avais créé un univers qui s'appelait Ewandine. Et j'ai toujours fait ça. C'est pour moi, la démarche, elle est presque plus naturelle comme ça. Je trouve que quand en plus derrière, t'écris pour masteriser, ce qui est mon cas, tu vois, Mhm. avant d'écrire pour publier, c'est pour faire jouer, c'est beaucoup plus facile parce que tu as tout en tête. Mon univers, moi, à l'époque où je faisais jouer Rollmaster, j'avais des centaines de pages en tête. Immédiatement, je pensais à un PNJ, tu vois, je savais. Là, si je prends n'importe quel jeu, tu vois, avec son univers, le PNJ, bah, va falloir que j'aille le bosser. Et je préfère écrire que bosser. Alors j'aime bien en lire parce que c'est très évocateur, ça nourrit, tu vois, le C'est côté enrichissant, ouais. créativité. C'est enrichissant, voilà. Si je cherchais le terme, c'est très enrichissant. Mais en fait, je pense qu'après, et comme je l'ai un peu toujours fait, bah, quand j'en suis venu, tu vois, puis je voulais tester un peu le format des petites vidéos que j'ai fait sur Corm, où en Yes. fait, à chaque fois, tu vois, tu en as plusieurs, tu as un texte qui est plus un texte vraiment presque littéraire, tu vois, qui traite d'un petit thème. Et puis, j'ai attaqué, en fait, par ce biais-là. Ouais, ouais, j'allais en parler Le, après des vidéos, justement. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, justement, ces petites vidéos de présentation de l'univers. Surtout la voix que tu prends dedans, le timbre que tu as mis. Je sais pas si tu as monté quelque chose ou si tu as forcé ta voix. Enfin, en tout cas, tu as une voix plus grave, plus posée, plus. Et Non, alors j'ai fait ça dans mon studio de musique, en fait, avec un bon micro ouais, statique. c'est peut-être pour ça. Et j'ai un peu compressé, j'ai un peu mis la bosse dans les 200 Ok, pour faire la voix un peu radio. ouais. C'est vrai qu'on sent que c'est pas ta voix naturelle, mais je les ai trouvées vraiment très évocatrices. Et d'ailleurs, c'est dur de ne pas lire ça
avec ta voix derrière, une fois qu'on l'a en tête, avec le Je temps. fais une version audiobook. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que j'en parlais récemment avec un ami, et justement, on était à se dire que pour faire des univers de 400 pages que peu de personnes vont lire, bah, il serait bien des fois d'en faire des audiobooks, bien découpés, dans une version adaptée. Mais tu sais, un truc où tu peux manger l'univers en étant au travail, en train de. Bon, moi, je suis Ouais, pas ou dans mon sur le cas, mais trajet. sur le trajet, Ouais, ouais. voilà. Mais au moins, quand t'es pas forcément perdu, oui, il faudrait toujours conserver la version physique pour retrouver tes affaires et pour approfondir certains points que tu as peut-être un peu pas trop écouté et été très attentif, mais une version audio d'un univers, c'est quelque chose qui serait. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est sûr que j'achète. Voilà. Là, j'étais aussi, tu vois, dans ma réflexion par rapport à continuer la publication de Brume et Démons, j'étais aussi à me dire, pourquoi ne pas essayer de faire alors des vignettes un peu plus longues encore que celles sur mes vidéos, et de les enregistrer, voire de faire un peu, puisque je suis musicien, un peu de musique d'accompagnement derrière, et de proposer presque des nouvelles. Alors là, tu vois, on sort un peu du jeu de rôle. Ce serait plus. Alors il y aurait moyen, quand même, pour celui qui écoute, s'il en écoute plusieurs, tu vois, de capter des trucs de l'univers aussi. Mais ce serait plus sur un pan hors jeu de rôle. Bah, en ce moment, tu vois, je suis un peu sur cette ligne-là. Me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avec tout ça. Bon, je suis dans la phase Ouais, de réflexion. d'interrogation, de maturation, réflexion, voilà. De faire vraiment un transmédia complet de nouvelles, jeux de rôle, scénario et musique pour en C'est plus ça. pouvoir accompagner tes parties. D'accord. Mais ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouverais très intéressant. Mais j'avais une autre question qui, je pense, a peut-être freiné aussi tes ventes ou la diffusion. Le choix sur Lulu d'en avoir mis que la version en print. Pour quelqu'un qui connaît pas, il est pas possible d'acheter le PDF. En tout cas, à l'époque où moi j'y suis allé, où je l'ai acheté, il n'y avait pas le PDF. Et D'accord. pour quelqu'un qui a envie de découvrir sans être trop sûr, tu vois, ben, je pense qu'acheter le PDF, ça peut aider aussi. Juste de se faire un avis, parce que, tu sais, sans vouloir t'offenser ni rien, mais c'est vrai que on sait pas ton style d'écriture, t'es pas une maison d'édition reconnue, tu sais, on sait rien du tout. Donc C'est clair. voilà. Donc Alors quand pourquoi on je l'ai achète le pas fait livre, sur Lulu? Pourquoi je l'ai pas fait en PDF? t'as peut-être juste oublié de cocher une Euh, case, hein. non, 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 non. Je crois que c'était un choix. Je sais que c'était un choix délibéré de ma part. Mais je crois que moi, j'ai été parti, certainement une erreur de réflexion. J'étais parti de me dire, bon, de toute façon, comme tu dis, moi, personne ne me connaît, entre guillemets, tu vois, c'est pas les quelques personnes abonnées à ma chaîne, et enfin, tu vois. Donc, en fait, ben, le gars, puisqu'il me connaît pas, qui fait déjà, tu vois, l'effort d'aller vers moi, autant qu'il ait un truc, tu vois, qu'il ait un vrai truc. Ouais. C'est aussi parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec le PDF. Je te l'avoue. Heu, Moi, le PDF, j'ai encore acquis il y a 2 jours là, un supplément, L5K, en anglais, tu vois, en PDF. En plus, c'est même pas dans ma langue et ils sont pas en français, ça je comprends pas, alors qu'ils sont sortis et qu'ils doivent exister ces PDF. Bref, ils sont pas mis à la vente. Donc, je l'ai pris en anglais. Bah, tu vois, j'ai payé, c'est pas spécialement donné, hein, L5K 4e édition sur, Drive-Thru. Je suis super content de l'avoir, attention, je vais le lire, je suis, excité comme une puce, mais Mhm. quelque part, j'aurais été prêt à mettre, un peu plus, voire, beaucoup plus, pour avoir le bouquin. Ouais. Et ça, J'ai encore du mal avec la dématérialisation, je le comprends voilà. tout En à plus, fait. moi, j'ai vécu sur 2 fronts parce qu'étant musicien, j'ai édité aussi, j'ai produit pas mal de disques et cetera, et moi, j'ai vécu vraiment le passage du physique au numérique, tu vois? Ouais. Et ça s'est avéré, complètement, néfaste pour les musiciens. Ouais, À bah oui, avec savoir, le piratage et tout ça. non, puis même pas ça. Les musiciens qui vendent le plus aujourd'hui, je parle hors notoriété. C'est sûr que ce qui te fait vendre le plus, c'est ta notoriété, quelle que Mhm. soit la qualité artistique de ce que tu fais. Mais après, ce qui va te faire vendre, c'est à notoriété, niveau de notoriété 0. Tu vois, des groupes, ça joue, il y a du niveau, il y a un vrai univers, un vrai travail de compo, une vraie carrière, tu vois, plusieurs albums, etc. C'est ceux qui font des vinyles qui vendent le plus. Alors que les vinyles sont chers. Ouais. Et Alors, sur leur page,
tu vas avoir une personne qui va acheter l'album en téléchargement à 9 euros, et tu vas avoir peut-être, je ne sais pas quel est le rapport, hein, c'est des chiffres à l'appel comme ça, et tu vas avoir 50 personnes qui vont commander le vinyle à 35 euros, plus l'import des USA, par exemple. Ouais, après, c'est peut-être aussi dû à l'évolution. Là, je sors complètement du jeu de rôle, mais c'est peut-être aussi dû à l'évolution du marché de la musique avec les services de streaming, genre Spotify et tout. Tu te demandes pourquoi est-ce que j'irais acheter le CD à 9 euros en dématérialisé, alors que je vais dans mon Spotify et puis j'ai l'album. C'est pas la même Il y a qualité, ça. généralement, Ah ouais, effectivement, mais je pense ouais. que la qualité, généralement, tout le monde s'en fout d'avoir du MP3 à 128 kilobits ou le master, toi. Je pense que. Ouais. Moi, je pensais ça avant de racheter du vinyle. Ouais, Tu vois, j'étais un peu sur le truc de dire ouais, les gens qui entre guillemets se la pètent, le vinyle, super son et tout. Et puis à un moment, un mois, j'avais un peu de sous de côté, j'ai dit tiens, je vais me racheter une platine vinyle. Et j'ai racheté des trucs que je connais. Moi, je suis un fan de Bowie, par exemple. J'ai racheté les albums de Bowie que je connais par cœur, que j'écoutais tu vois, ouais, ouais. vraiment des moindres notes et tout. Et quand je l'ai mis sur ma platine, le truc, j'ai pris une claque. Et j'ai dit, c'est fini. Mon iPod, là, j'ai 2000 albums dans un iPod. Tu vois, je le pose et même plus je le branche. Et je tourne avec les quelques vinyles que j'ai rachetés. Oui, non, le vinyle, il y a vraiment quelque chose. Effectivement, je suis aussi convaincu par le vinyle, mais, euh, mais je pense que ça reste quand même une niche, tu vois. C'est la niche dans la niche, le vinyle. Il y a ceux qui achètent encore de la musique en physique, puis après, il y a ceux qui achètent le vinyle, tu vois. La niche, t'as même la cassette hein, Oui, il y a en aussi la musique. cassette. Et Les d'ailleurs, labels, les labels qui sortent, c'est hyper hype, des labels de Lofi, machin, qui sortent que en cassette. Quoi. ah ouais. Et d'ailleurs, Euh, pour refaire. Dungeon Synth, il y a beaucoup de. Le Dungeon Synth, il y a énormément de trucs en cassette, Ok, mais par tu vois, exemple. pour faire le parallèle avec le jeu de rôle, justement, beaucoup maintenant dans les campagnes de financement de beaucoup de choses OSR, ils vont généralement proposer de la musique, dont la cassette. Voilà, pour aller vraiment dans le coup old school. Et justement, ce coup OSR, comment tu vois ça, toi? Parce que je vais essayer d'élaborer un peu plus la question, mais euh, moi, je suis pas un joueur qui a connu Donjons et Dragons première édition ou l'œil noir, etc. Chez Gallimard, tu vois. Je suis pas cette génération-là, puisque j'ai commencé en 2000. Je me sens déjà vieux rôliste, mais je sais que j'ai une génération de C'est un retard. jeune rôliste. Je sais que j'ai déjà une génération de retard. Mais voilà, moi aujourd'hui, l'OSR, j'en pense beaucoup de bien. Mais je pense que beaucoup de gens ont des a priori, beaucoup de jeunes rôlistes ont des a priori parfois avec l'OSR en ayant une mauvaise perception de ce que c'est. Est-ce que toi, tu peux nous donner ta définition de l'OSR et pourquoi avoir fait ce choix pourquoi tu nous as dit pour fatigue de la 5e, mais peux-tu nous donner ta définition de l'OSR? Alors, j'ai pas vraiment de définition. J'ai quelques points de repère, quelques marqueurs, tu vois, qui me font dire là, on est dans de l'OSR et là, clairement, on n'y est pas. Pour moi, dans de l'OSR, le truc principal, enfin, dans les trucs principaux que je citerai, c'est qu'en fait, on fait beaucoup plus appel aux joueurs qu'aux personnages. On est moins dans on a une feuille de perso et tout ce qui va se présenter à nous dans le scénario, dans l'intrigue du scénario, etc., bah, va se résoudre avec la feuille de perso. Ça va se résoudre souvent avec, c'est très pauvre les feuilles de perso, il y a très peu de choses dessus, mais suffisamment pour que les mécaniques tournent et tout va se résoudre à l'imagination et la proposition du joueur. En fait, je trouve que ça met les joueurs dans un mood que moi je préfère. J'aime pas quand tu es maître de jeu, quand tu es joueur, tu as le sentiment qu'ils s'ennuient un peu ou que tu vois juste, bah voilà, ils ont un barbare, donc hop, initiative, je rentre en rage. Le mec, il le fait, il sait même pas pourquoi il le fait. Donc effectivement, il va pas faire l'effort de le roleplayer parce que c'est un truc, tu vois, qui vient là comme ça. Dans l'OSR, il y a ça, il y a la mortalité aussi. Euh, je n'aime pas les joueurs qui sont axés uniquement sur tout va bien, même si le scénar est pas bon, que le maître de jeu est pas terrible, que les joueurs font des trucs pas bien, mais tant qu'on reste en vie, c'est bien, c'était fun.
Et par contre, tu fais un truc terrible, une scène démoniaque, mais le mec il se fait flinguer son perso, et là, ah c'est de la merde cette partie, machin. Je supporte pas ça. Et pour moi, c'est même un ressort, le fait de risquer la vie de ton personnage, c'est un des ressorts, je trouve, les plus importants. Il ne s'agit pas de faire total party kill à chaque session, tu vois. Ouais. Mais les jeux où tu ne meurs pas ne m'intéressent pas, très honnêtement. Que ce soit maître de jeu ou joueur. Donc ça, c'est le deuxième truc sur l'OSR. Euh, le côté, tu vois, même si on va dans l'exemple plus précis, la 5e édition ou la 3.5 ou Pathfinder, c'est devant un piège. Ah ben moi, attends, je suis voleur. Désamorcer les pièges, 45. Poum. Ça va se résumer à jeter un jet de dés. Est-ce que je fais plus de 45 avec les bonus et les malus? Est-ce que je fais moins? En OSR, c'est pas ça. C'est non, il y a pas de jet de dés pour désamorcer le piège. Tu me dis ce que tu fais. Moi, je t'ai décrit un bassin d'acide de 3 mètres sur 4 avec des petites bulles à la surface. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de sauter de l'autre côté, tu regardes s'il n'y a pas un truc pour le vider. Ou, tu vois, pour moi, c'est plus. Ça challenge. Tes joueurs, ils sont tout le temps challengés. Et c'est ça que je trouve fun dans le jeu de rôle, en fait. Et je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, je n'aime pas aussi les jeux non mortels, ou du moins avec une certaine sécurité constante, euh, ou dans lesquels tu récupères ta vie à chaque fois que tu vas dormir à l'auberge. Voilà, ça. Et après, c'est ça. Et après, alors, oui, alors, en fait, moi, les nouveaux jeux, certains, pas tous, mais on voit clairement les effets du jeu vidéo sur les nouveaux jeux. Et moi, je pense qu'il y a des trucs qui ont été pompés aux jeux vidéo qui sont bien. Moi, je pense qu'il y a des trucs qui ont été pompés aux jeux vidéo qui sont pas bien. Ouais. Et la règle que tu dis, là, notamment le côté oh, je suis à 2 points de vie, et puis c'est la nuit. Cool! Tu te réveilles, tu as récupéré tous tes points de vie. Moi, c'est un truc, je peux pas. Oui, mais Je peux pas. d'un autre côté, c'est aussi une mauvaise perception, une mauvaise traduction. À l'origine, ce ne sont pas des points de vie. C'est de l'énergie, c'est des points de Voilà. coup, Voilà. ça résiste. Mais pour tout le monde, ça se transcrit en termes de points de vie. Oui, Et mais tu vois, en termes de ICRPG, Index Card RPG, le gars, le mec, il te fait un truc au début, tu as 10 points de vie. Tu vois, et tu dois en gagner très peu à chaque fois que tu prends des niveaux. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est pas pour emmerder les joueurs, c'est pour être toujours dans la zone où il y a du drama, où c'est intéressant, où le deuxième coup d'épée, il peut t'aligner. Parce que quand tu joues à D&D et que tu as un perso de 7e niveau, un guerrier de 7e niveau, que tu as 88 points de vie, en réalité, tous les challenges, tous les combats que tu fais, tant que tu n'es pas dans tes 20 derniers points de vie, c'est de la perte de temps. Ils ne servent à rien. Ils vont te faire descendre ta jauge de 88, tu vois, à 20. Et là, à 20, quand tu es encore dans un combat à ce moment-là, là, c'est chaud. Et là, tu vibres quand tu jettes les dés, tout ça. Et donc, les 3 quarts du jeu se passent, surtout si tu as un clerc dans la troupe, tu vois, ou un soigneur dans la troupe, les 3 quarts du jeu, c'est on tient des jauges qui finalement n'ont pas d'importance. Et qui en plus, moi je trouve, cassent le drama. Donc ce côté-là de l'OSR, moi, me plaît aussi vachement. mais je suis 100% d'accord. Et ça a ce côté point de vie qui grossissent. Ça a aussi un effet négatif. C'est que bah, déjà, les combats vont être de plus en plus longs C'est ça. le challenge est pas conséquent non plus. Parce que si tu as 150 points de vie et que chaque tour tu prends 20 points de vie en moins, bah, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça va juste s'éterniser, puis on va jamais s'en sortir, quoi. Ça va s'éterniser, et la grosse phase de l'éternisation, c'est une phase où tout le monde en a un peu rien à foutre. Oui. Parce qu'en fait, tu sais que tu peux te prendre les 2 attaques de griffe du dragon, tu vois, parce que tu es à 120 points de vie. Donc, dans le pire des cas, même si le mec, tu vois, il a de la chance des dégâts et tout, bah, tu vas être à 88 après. Ça va, tu as de la marge, hein. Mm. Tu as le temps de faire un je me désengage, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que on passe à côté du sel du jeu, où je pense que ce qui est intéressant pour les joueurs, c'est quand même de sentir que, bah voilà, il y a un danger, tu vois. Oui, oui, mais je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, si je devais faire jouer de la 5e, ce qui arrivera bientôt sur la chaîne, entre autres, à destination des débutants, mais si vraiment je devais faire jouer de la 5e en campagne, j'utiliserais une règle optionnelle qui est dans le DMG pour enlever ce côté on récupère. Enfin, il y aura moins de PV en fait de base. Voilà. Et on récupère les points de vie en allant à l'auberge, parce que ça, c'est un trope que même quand tu es joueur et que tu le sais et que
tu veux pas forcément faire ça, bah, tu as quand même tendance à te dire: «OK, bon là, on est au bout de l'attrition, si on y va, c'est sûr qu'on va mourir» et là, il y a un côté un peu con, il est midi, bon, on va dormir à l'auberge, tu vois? On va dormir Ouais, comme ouais, c'est ça, ça. puis on ira C'est demain. les repos courts. Les repos courts. Alors bien sûr, ils te mettent un truc où ils disent: «Oui, si vous voulez jouer un peu gritty, vous enlevez les repos courts». Et OK, on peut les enlever, c'est sympa les gars, mais il fallait surtout pas mettre ça. Là, pour moi, on est dans le jeu vidéo, tu vois? Oui. On est dans le Puis ça donne les gars qui sont en plein milieu d'un temple, infesté de bébêtes, puis qui se posent dans une salle, puis qui sont en train de faire griller des saucisses, tu vois? C'est un peu con. c'est ça. Donc ouais, non, ça, je Et suis puis d'accord. et puis l'OSR, je trouve que ils ont été vachement créatifs. Moi, quand je regarde sur les dernières années, les OSR, les 3, là où il y a eu beaucoup de créativité, j'enlève la parenthèse suédoise, tu vois de qui je parle, Ouais, ouais. où ils ont fait très fort. Je trouve que dans le jeu de rôle, d'une manière générale, toutes les propositions OSR, c'est là qu'il y a eu des coups de génie entre guillemets, tu vois, des trucs qui ah ouais, tain, les mecs, ils ont voilà, je les trouve très créatifs en fait, les gars qui écrivent les game designers de l'OSR, beaucoup plus que certains jeux où tu sens que c'est un peu paresseux, on prend un système. Mmh. Mais en fait, c'est décomplexé. La création en OSR, c'est décomplexé parce qu'ils partent tous de la même base qui est très simple et après, ils ont la possibilité de venir mettre le goût qu'ils veulent. Ça donne des trucs fun comme DCC, enfin fun et très mortel, mais ça fait partie du jeu, puis il faut l'accepter, que tu risques très certainement de mourir. Mais je veux dire, si les gens l'acceptent dans un scénario Alien, ils peuvent l'accepter dans un DCC, tu vois, il- Ouais. techniquement, on part de la même base, tu risques très fortement de mourir. Et ça donne des trucs plus sérieux ou qui reviennent vraiment à la base, mais sans être ouvertement fun, ouvertement on va bien rigoler à la OSE, OSE. Qui est juste, on va faire une partie, puis après on mettra le ton qu'on veut. Mais c'est vrai que les scénarios DCC officiels, ils ont quand même ce côté un peu rigolo, voilà. Oui, il y a clairement ça, on est dans le pastiche, Voilà. on est dans la bonne humeur, hein, Ouais, tu c'est vois. Mais ça. c'est bien aussi, hein, c'est bien aussi à la table parce que, en fait, je pense il y a plein d'envies quand tu es rôliste, tu vois, il y a plein d'attentes, plein d'envies. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont juste aussi envie, pas forcément de faire une super simulation ou de raconter une super histoire, mais juste d'être avec des amis ou des relations sociales, tu vois, et de s'éclater à jeter du dé et à fendre du gobelin, entre guillemets. Oui, Et ça va très bien. Enfin, tu vois, c'est une proposition qui est déjà sympa. Quand tu vois l'époque dans laquelle on vit, c'est cool de te dire, bah oui, il y a des mecs, ils ont juste envie de s'amuser, comme s'ils faisaient une partie de petits chevaux. Après, comme c'est un loisir, on a tendance un peu à, les gens, les passionnés, à se surinvestir. Des fois, on perd un peu de vue que l'individu lambda, quand il va rentrer dans le jeu de rôle, lui, ce qu'il veut, c'est quand il va y repenser le lendemain, est-ce que je me suis amusé ou est-ce que la prochaine fois, on fait une crapette ou on fait une partie de poker, tu vois et, euh, et, et pour ça, l'OSR est super efficace. oui, je suis tout à fait d'accord. Bien, bien, bien. Il y a un point que je voulais revoir avec toi, parce que je le trouve, c'est un point que moi, quand j'écris, je le fais, mais que je retrouve rarement dans les écrits des autres, et je l'ai retrouvé chez toi. C'est ta description, et j'en parle dans la vidéo que vous pouvez aller voir qui présente Le Brume et Démon, le premier numéro. Pour ceux qui l'ont pas vu, qui se demandent de quoi ça parle, allez voir l'autre vidéo. Mais c'est que tu insistes, enfin, du moins, tu décris quand on prend une salle, hein, je vais prendre un peu au hasard, tu reviens sur les odeurs, sur les bruits de l'environnement, et ça, c'est un point que moi j'aime beaucoup et sur lesquels on n'insiste jamais assez dans les points, dans les scénarios officiels. Si je prends par exemple, voilà, la forêt de Crèvecoeur, donc tu nous décris un peu la forêt, et après tu nous dis odeur de feuilles séchées sur le sol, pommiers châtaigniers, cris de volatiles, bruit d'animaux autour des troncs moussus, terrain accidenté par de nombreux petits vallons. Et bien, juste le fait d'avoir mis ça, et ça me permet, moi, en tant que MJ, de pouvoir venir donner cœur à ma description, de me donner du corps et venir, voilà, ok, il y a des pommiers, des châtaigniers, donc il y a peut-être une odeur de pomme, quelque chose qui vient. C'est un point que j'ai trouvé très intéressant. Et, et pourquoi pourquoi est-ce que toi, tu mets ça? Alors, j'ai fait ça parce que là, ça touche à un truc effectivement très important, je trouve. C'est le scénario, c'est un truc qui est destiné à être joué par quelqu'un. Typiquement, ce sera pas. Bah, moi, je peux le faire jouer. Et la personne qui va acquérir le livre, lui, il n'a pas écrit.
Donc on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure, il n'a pas en tête forcément tout, même s'il le lit, etc. Et un truc que j'ai trouvé, une problématique récurrente dans les scénarios du commerce, tous tels qu'ils soient, c'est la présentation des scénarios. C'est comment, une fois que tu as l'objet, OK, il y a le contenu, tu vois? Est-ce que le scénario, l'intrigue est bonne, les PNJ sont bons? Et après, comment tu passes ton contenu à celui qui va faire jouer la partie? Et moi, je sais qu'en partie, comme je connais ma entre guillemets ma faiblesse de vouloir, être trop littéraire, de trop écrire, quand je masterise, j'ai toujours quelques petites lignes un peu écrites avec du vocabulaire choisi et cetera et en dessous, je me fais ce que tu vois dans le livre, des bullet points, Mmh. tu vois? Et quand je suis en partie, du coup, mon œil, il va aller beaucoup plus rapidement sur les bullet points et c'est là que je vais lâcher du détail qui donne du gameplay, qui donne de la saveur, qui, comme tu dis, ça peut être du bruit, des odeurs, voilà, ça dépend un peu des salles. Il y a beaucoup de trucs sur les sens, effectivement, essayer de faire ressentir aux joueurs ce que leur personnage ressent. Et puis, surtout, pour celui qui masterise, je pense que j'aurais aimé voir ça, moi, dans des AP Pathfinder, par exemple. Et oui, justement, Ça m'aurait beaucoup aidé à les jouer. Que les petites lignes super bien écrites, des beaux bouquins et tout, mais quand tu dois le faire jouer, il y a un boulot de malade, en oui. fait. Tu veux, ou alors c'est que tu es super bon et que tu lis et que tu retiens tout ce que tu lis et que tu te rappelles que là, ton œil, il doit aller au deuxième paragraphe parce que tu as un petit détail. Et c'est là qu'il faut insister sur ce. Le bullet point, quand tu déroules ta partie, tu me diras si tu fais jouer le scénar. Je pense que c'est assez efficace. Oui, c'est prévu que je le fasse jouer. J'attends juste le kickstart. Voilà, où je vais peut-être acheter la version française en PDF pour essayer de le faire jouer. J'ai vraiment très envie de le faire jouer. Donc pour ceux qui ne savent pas, le scénario qui est dedans, c'est un dungeon crawl, hein. Techniquement, on a une petite intro, puis après on passe dans un donjon. On va pas vous spoiler dans cette vidéo, mais justement, ce côté dungeon crawl, alors moi j'aime ça majoritairement, mais c'est vrai que un public non américain, j'ai envie de dire les Européens de base, on a un peu plus de mal avec le dungeon crawl. Est-ce que t'as pas eu peur de, tu sais, en écrivant ça, de te dire, la personne qui va juste feuilleter comme ça va se dire, bon bah c'est un bête dungeon crawl, sans vouloir du tout être Oui, méprisant. non, 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 non. a alors écoute, en fait, comme l'idée, donc c'est fait avec de l'OSR. L'OSR, c'est quand même la voie royale, le dungeon crawl. Moi, des fois, je suis des parties de mecs là où là, ils démarrent la séance, ils sont devant une porte, la porte d'entrée du donjon, ils finissent la séance, ils sortent. Ou ils finissent pas, ils sont morts avant, tu vois. On est vraiment là-dessus. Donc, comme c'était un numéro 1, je me suis dit, on va commencer par un dungeon crawl. Après, si tu as vu les autres vidéos de l'univers, il y a moyen de faire jouer Ouais. plein d'autres choses que du dungeon crawl. Mais comme c'était avec les règles OSR, et que il y a petite partie du bouquin où je file quelques house rules, tu vois, qui sont très OSR, justement, je me suis dit, bah, c'est dans le dungeon crawl, ils vont tout de suite voir l'implication de ces règles-là dans du dungeon crawl. Après, je comprends ce que tu veux dire, ça peut rebuter certains. Si vous n'aimez pas le dungeon crawl, ce number one, oui, il perd un peu de sa saveur. Effectivement. Pas Après, j'ai fatalement. envie de vous dire que si vous aimez un peu la série des Zelda, vous devriez être ravis. Voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà, il y a un petit truc comme ça. Euh, des points aussi comment dire, qui m'ont interpellé à ma lecture. J'ai vraiment l'impression que c'est Dune qui couche avec Conan. Quand tu. C'est Oui. pas mal. Bon, j'aurais pu Hébert qui couche Quasiment avec. mes 2 auteurs, quasiment mes 2 auteurs préférés, Non, mais c'est donc vrai. peut-être ça se sent un peu. Mais tu vois, par exemple, hein, c'est tout bête, mais dans les noms, en fait, dans le goût que tu donnes à l'univers, j'ai l'impression de recevoir du Conan et de la Sword and Sorcery, même si je qualifierais pas ça forcément de Sword and Sorcery, puisque tu as quand même des bateaux volants et des choses comme ça. Il y a un côté un petit peu plus. Mais tu vois, par exemple, dans les grandes maisons, quand tu me parles des Atarides, euh, j'ai l'impression de lire Ah ouais, Atreides, Atreide. Atreides. Tu vois, Ouais, ouais, d'accord. Atreide. Il y a aussi dans les Sarks qui sont de braves et fidèles guerriers de l'Empire et qui sont très, voilà, c'est Sark, Sarokar, tu vois. Ça, j'ai fait le Alors parallèle ça, mentalement. ouais, alors écoute, c'est vrai que, bah, tu écris des scénars, tu sais comme moi que les noms, c'est à la fois tout bête et en même temps, moi, je trouve ça assez important. De trouver les bons mots, tu vois, il en faut, hein, même dans un petit scénar comme ça, il y a pas mal de noms, de termes et cetera. Donc c'est clair que moi, je vais piocher
dans ce que j'ai lu. Dune, c'est certainement ma saga de Space Up préférée, et Howard, voilà, je suis fan aussi. Donc il y a certainement des trucs, tu vois, qui malgré moi viennent de ça. Alors par contre, Sark, non, Sark, je crois que ça, je l'ai lu tel quel. Sark, c'est un titre dans Tongor. Tu vois ce que c'est Tongor? C'est de la Sword and J'ai Sorcery de je lu sais ça plus en étant plus l'auteur. jeune, mais je me souviens quasiment plus. Et je sais Et que j'ai les lu. Sarks, je crois pas dire de bêtises, à vérifier, mais les Sarks, c'est des titres, en gros, des gouverneurs de région, des trucs comme ça, tu vois, Mhm. dans Tongor. Ok. Et je trouvais que ça sonnait bien, c'est un peu dur. Après, c'est vrai que ça rappelle un peu Sardaukar. Et Atarid, je m'en suis rendu compte hein, quand je l'ai écrit, bien sûr, connaissant Dune, tu vois, quand j'ai commencé à lire, Atarid. Et puis après, je me suis dit, ah, ça sonne, et puis un petit clin d'œil. Non, mais Moi, l'essentiel, tu vois, je voulais que ça sonne, mais effectivement, là, tu m'as percé. Tu m'as on mis à y- jour. on n'ira vraiment pas à dire que c'est du plagiat, hein, loin de là, mais c'est vrai que bah, il y a un goût, je trouve que la façon dont fonctionne le monde et tout ça, il y a un goût d'une, et même dans les noms, et ensuite le monde tel qu'il est décrit, il y a un goût Conan. Voilà, je sais pas, c'est comme ça. Euh, mais justement pour les gens qui aimeraient en savoir plus, parce que c'est vrai que bêtement, quand j'ai acheté le livre, je pensais retrouver la même quantité d'informations que tu avais fait en vidéo dans tes playlists de description du monde. Alors on en retrouve quand même, mais j'ai quand même été surpris déjà de ne pas voir de carte, puisque tu as fait une carte qu'on voit dans la playlist des vidéos. D'ailleurs, de ne pas retrouver le lien de la playlist et de ta chaîne aussi, ça C'est aurait vrai que c'est un manque, là, t'as raison. ça, T'as raison. j'aurais aimé, moi je le savais déjà, mais j'aurais aimé le voir dans le bouquin. Parce que si je suis juste un acheteur sur Lulu, ben je sais pas qui t'es et je sais pas que t'es youtubeur ou que t'as déjà fait des C'est vidéos clair, dessus. ouais. Et donc, c'est ça, je pensais retrouver la même quantité d'informations que disponible sur ta chaîne, et finalement, non, en fait, tu ne donnes vraiment qu'une partie. Ce qui est intéressant, puisque on se concentre sur ce qui est utile pour la chronique en cours. Euh, mais bah, c'est vrai que sur le coup, ça m'a surpris. Et pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que pour moi, c'était, tu vois, c'était un number one. Ouais. Et je ne pouvais pas. Tu imagines si je prends des vidéos de mémoire, il y en a bien 10-15. Hein. Euh, Si je mets déjà les 15 vidéos, on n'est plus du tout dans ce format-là. Hein. Tu vois, on n'est plus sur un truc comme ça. On est sur un truc vraiment. Et l'idée, alors ça, c'est aussi par expérience, je trouve que ça manque dans ce qu'on propose dans le commerce, d'avoir une campagne où en fait, tu n'as pas 300 pages de background à lire et après l'intrigue de la campagne, mhm. mais où tu as, tu vois, on te montre un peu du bottom-up. Tu vois, on te montre le petit endroit où tu es, on te donne ce qu'il faut pour jouer dans cet endroit-là, le scénar qui va avec, et puis le scénar d'après, tu vas te balader un peu plus dans la province, et donc tu auras les restes. Contrairement à un Atlas où là on te met tout, alors les divinités c'est Ouais. ça, tu vois. Et donc j'étais un peu entre deux eaux, on va dire, dans le dosage, tu vois. À un moment il a bien, voilà, comme c'était aussi un coup d'essai, je n'allais pas faire un coup d'essai de 800 pages, tu Ouais, vois. non, c'est sûr. Donc je voulais, voilà, j'ai fait ça, sachant que c'est vrai. L'idée derrière, c'est que ça donne envie aux gens d'aller découvrir le reste. Mhm. Tu vois, Oui, en fait. ouais, C'est parce que surtout ça. le problème, c'est qu'ils n'ont pas la clé pour aller redécouvrir le reste, puisqu'ils n'ont pas le. C'est ça, tu as raison, c'est un gros écueil, Non, non, mais effectivement. c'est pas grand-chose. Voilà. Maintenant, vous le savez. Ouais, mais Vous aurez le lien en description pour aller découvrir sa chaîne, aller voir la playlist. Mais moi, je peux te le dire aujourd'hui. Je suis en train d'écrire un monde, de faire en fait, de faire du world building le plus poussé que j'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui, parce que j'écris depuis longtemps, mais jamais aussi poussé. Et c'est en partie tes vidéos qui m'ont poussé à me lancer dedans. Euh, ah cool. c'est voilà, en voyant ce que tu faisais, ben je me suis dit que j'aimais bien, et j'aimais bien ta façon de concevoir les choses, de les découper, et donc ça m'a permis moi aussi de me lancer. Euh, pour ceux qui savent, sur la chaîne, je vais bientôt
bientôt, attendez pas ça pour demain, mais il va y avoir de l'actual play avec une qualité un peu plus pro et un peu plus suivie et tout ça. Et ça va se jouer dans ce monde-là, donc que je suis en train actuellement d'écrire. Voilà. T'as déjà un nom pour ton monde? Oui, mais pour l'instant, je le dis pas. D'accord. Je te le dirai en off si tu veux. Mais Ok, ouais, voilà. ouais, je suis curieux. Moi, Voilà. je suis toujours, c'est pareil, tu vois, moi, ça me fait très plaisir que tu me dises que ça t'ait donné envie de faire ça, parce que on n'en a pas parlé dans la première partie où on parlait plus de jeu de rôle en général. Moi, je trouve que un des trucs formidables que permet le jeu de rôle, c'est à tout un chacun de prendre les rênes un peu de sa créativité pour en faire quelque chose, tu vois, tout de suite, qui va avoir une implication, qui va permettre à des gens de passer un bon moment, à jouer, etc. Et je crois que c'est un truc que toute personne peut faire, en fait. Mhm. À son niveau, évidemment que des gens sont plus créatifs que d'autres. On n'est pas tous égaux de ce point de vue-là. Mais je crois que le jeu de rôle, ça permet quand même, quel que soit ton niveau, euh, même ton niveau de français, tu vois, puisque c'est rédigé, machin, tu peux faire l'effort et c'est vachement bien parce que tu vois, c'est hyper gratifiant pour toi-même, même si t'en fais rien, tu fais juste jouer tes copains, voire t'écrire un scénario et tu ne le fais pas jouer. Je pense que quand tu es devant ton scénario, même s'il fait 10 pages, tu vois, qu'il y a un début, un milieu, une fin, tu as une occasion gratuite d'avoir une gratification. Et Mhm. dans la société actuelle, je pense que plus d'êtres humains ont cette possibilité-là, mieux ça tournera pour nous tous. Ouais. Mais Tu vois, de se faire plaisir, en fait, voilà. et je suis entièrement Et donc, d'accord avec toi là-dessus. Euh, mais tu vois, un point justement sur lequel on revient jamais assez, des fois les gens ont une perception que je trouve un peu erronée, que c'est une question d'âge. Puisque quand on est vieux rôliste, ben à l'époque, on n'avait pas forcément accès aux suppléments et aux scénarios qui sortaient à côté. On n'avait pas forcément accès à la pléthore de choses. Donc on était un peu, et je m'inclus dedans parce que moi j'ai commencé avec Maléfice. Et donc très bon jeu. voilà. La 5 va sortir encore chez Arkane Oui, Asylum. oui, je sais. Mais j'ai commencé avec Maléfice pendant 10 ans, j'ai fait que du Maléfice. Et donc, 10 ans de Maléfice sans avoir accès à autre chose que le scénario qui était fourni dans la boîte, il a bien fallu que j'écrive mes scénarios. Donc j'étais poussé par ça et c'est ce qui m'a donné le pied à l'étrier. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai que n'importe euh, qui a internet peut trouver du scénario à faire jouer ou acheter un supplément s'il a les moyens et tout ça. Donc on n'a plus vraiment ce besoin si on veut continuer à écrire. Mais, mais j'ai presque envie de dire que autant avant c'était un besoin, aujourd'hui il y a encore des enfants, des adolescents de 13 14 ans qui ne font qu'écrire, qui commencent le jeu de rôle en écrivant et qui ne font jouer que des scénarios qu'ils écrivent. Euh, donc attention de ne pas se dire l'écriture c'est réservé un peu aux anciens, puis aujourd'hui on n'a pas forcément ce besoin. C'est un besoin qui est propre à chacun. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça le truc. Et puis, moi, je trouve que c'est un besoin propre à chacun, et je trouve que c'est une des possibilités qu'offre le jeu de rôle. Ouais, tout à fait. C'est une des... Moi, je sais que j'ai bloqué à être maître de jeu, parce que je pense que assez vite, comme toi, j'ai été confronté, et je me suis dit, bah, en fait, c'est génial, parce que là, on est mardi après-midi, j'ai pas cours, je vais m'éclater pendant 2 heures à écrire un scénario, et puis samedi, je vais jouer le scénario. Bilan par rapport à mes potes, bah, je me serais éclaté 2 heures de plus. Ouais, ouais, effectivement. Après, il y a des gens qui le prennent plus comme une corvée. Si vous prenez ça comme une corvée, je vous dirais Ah non, arrêtez. Voilà. ouais, ouais, ouais. Mais après, attention aussi à ne pas glorifier les gens qui écrivent leur scénario par rapport à ceux qui font jouer un scénario du commerce. C'est pas parce qu'on écrit ces scénarios qu'on vaut mieux que quelqu'un qui fait jouer qu'un scénario du commerce. Déjà, on n'est pas forcément obligé d'écrire des choses intéressantes et bonnes à faire Ouais, jouer. ouais. Et puis voilà, si jamais quelqu'un qui nous écoute se sent un peu mal en disant mais moi j'écris pas mes scénarios, est-ce que je fais mal? Bah non en fait. T'as le droit de faire jouer le scénario du commerce, t'es pas obligé. Voilà. C'est juste une question de Oui, goût en c'est très fait. bien aussi, c'est un du commerce, hein. C'est ça. C'est comme Voilà, je te dis, je vais attaquer une campagne, la chute de Londres. Je pense, me connaissant, que dès que je vais être un peu dedans, je vais la remanier à ma sauce, parce que de toute façon, même les campagnes du commerce,
Si tu veux en faire quelque chose à ta table, voilà, tu vas pas écrire toute la campagne, tu vas utiliser les PNJ, les trucs. D'ailleurs, les bouquins que je préfère, moi, maintenant, c'est les bouquins de setting. Moi aussi. De settings, tu vois, où tu as en fait un univers, et puis tu pioches dedans. Toi, tu prends les PNJ, tu gagnes du temps parce que tu as besoin d'un magot maléfique, hop, t'en as un là-bas. Prends celui-là. De toute façon, il faut un magot maléfique. À la limite, tu changes le nom, voilà, tu le fais coller avec ton intrigue à toi, et puis toi, tu te concentres sur ce que tu as envie de faire. Il y a toujours moyen de Mm. ça, et puis écrire à plusieurs aussi, Ouais. ça peut être très intéressant aussi comme en partie où chacun rebondit sur les propositions des autres. Moi, j'avoue que j'aimerais bien aussi des fois coécrire des trucs parce que je me dis que il y aurait mes idées, plus le rebond du gars, plus les idées du gars, plus mon rebond, tu vois, et ce serait forcément meilleur, tu vois, Alors, si ça fonctionne. Parce que c'est pas toujours évident de coécrire. c'est vraiment un challenge. Moi, je dirais que oui, mais il faut qu'il y en ait une personne externe ou un troisième auteur qui soit un peu chargé de projet, toi, chargé de production pour que ça se tienne, ce soit cohérent sur le même ton. Et que tout se suive. D'ailleurs, hein, les gens vont croire que je t'aime pas, mais c'est une des choses justement qui se sent dans le livre. À un moment, tu changes de ton. Moi, à la lecture, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé. C'est tac, voilà. Premier voyage, la forêt de Crèvecoeur. Non, d'ailleurs, c'est pas la forêt de Crèvecoeur. Attends. Ta, ta, ta. Ouais, si, c'est ça. Si, c'est la forêt de Crèvecoeur. C'est. En fait, tu dis, après deux bonnes heures de chevaucher sous le ciel gris de ce début d'hiver, vous pénétrez la pénombre des sous-bois de la forêt de Crèvecoeur. Tu sais, tu t'adresses au lecteur comme s'il était joueur, tu vois, comme un petit texte à Mhm. lire. Et après, tu ne le fais plus. Tu donnes que des informations qui sont pratiques, des informations factuelles. Ce que moi, je Ouais. préfère personnellement. Je n'aime pas trop lire un scénario où on s'adresse à moi comme si j'étais joueur. Mais là, ça commence comme ça et après, tu changes totalement. Tu viens avec tes informations factuelles. Et donc, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. est-ce que c'était un choix conscient? Est-ce qu'au début, tu voulais Bah, c'est écrire. pareil. Ouais, pardon, je t'ai Non, coupé. non, pas de problème. Mais est-ce qu'au début, tu comptais écrire en disant vous, puis en faisant de la description comme un maître du jeu? Ou est-ce que. Et après, tu t'es rendu compte que finalement, tu préférais l'autre façon? Ou est-ce que c'est juste venu comme ça? Bah, en fait, c'est toujours pareil, je suis toujours partagé sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai envie de poser quelque chose, et d'essayer d'avoir un peu de connivence avec le lecteur. Et tu vois, le simple fait de mettre là, vous, machin, alors j'entends, toi, tu l'as pas reçu comme ça, mais pour moi, je pense que si je l'ai mis comme ça à cet endroit-là, c'était pour essayer, tu vois, un rapprochement, entre guillemets, avec le lecteur, qui est beaucoup plus direct que si tu mets que du bullet point et que de l'information factuelle. Mhm. Dans un roman, tu le fais, tu vois, par l'intermédiaire des personnages. Dans un scénario, même s'il y a des PNJ, tu peux pas le faire, ça. Et je pense que j'ai fait ça pour ça. C'est totalement inconscient, hein. C'est maintenant que tu me fais remarquer le truc. Et que, je sais que je suis toujours un peu gêné de dire, qu'est-ce que je fais là? Je formule comme s'ils assistent à la scène, je formule comme si je m'adresse à la personne qui va masteriser la partie, parce que tu peux aussi faire ça, t'adresser au maître de jeu. Par exemple, sur là où il y a un peu des règles, des suppléments de règles, je crois que je parle directement au maître de jeu dans cette partie-là. Tu vois. Là, ça Et en gêne pas. fait, Là, ça gêne pas parce que c'est des conseils que tu me donnes. Donc, c'est ça. Et en fait, dans le scénario, bah, tu vois, à certains moments, c'est peut-être des trucs qui sont revenus en surface, tu vois, qui m'ont un peu échappé, quoi. Parce que je sais que quand j'écris, je me pose toujours la question comment je dois positionner quel est tu vois, comment tu le passes. C'est un peu comme, tu sais, les vieux modules là, d'AD&D, et encore, tu as même encore souvent ça. Tu as souvent, quand tu as une scène, tu as une partie descriptive. mhm, Généralement, tu as une box, ou ouais, alors c'est écrit en italique, machin, et après, tu as la résolution. Tu ouais. vois, et là, c'est pareil, il y a deux tons, enfin, il y a deux tons différents, et c'est vrai que tu sais jamais. Et en plus, quand tu es maître de jeu, tu sais jamais si tu dois. Parce que généralement, elles sont bien, les box. Puisqu'il y a un rédacteur qui a pris le temps de formuler la phrase. Qu'est-ce que tu fais? Tu paraphrases au risque de faire moins bien que le gars, tu vois, de changer des termes, et en fait, non, sa phrase, elle claquait beaucoup plus.
elle te dressait le poil vachement plus, mais tu restes naturel vis-à-vis de tes joueurs, ou est-ce que tu lis la phrase? Il y a les deux écoles, tu vois, même quand on est derrière l'écran et qu'on fait jouer. Ouais. Euh, et Moi, du coup, quand j'écris, je sais qu'il y a les deux écoles, et tu vois, je suis toujours un peu entre deux eaux, savoir qu'est-ce que je fais. ouais, c'est vrai que moi je l'ai peut-être lu comme ça parce que justement, moi je fais partie de l'école. Jamais de ma vie je vais lire un bout de livre dans ma partie. Je déteste ça quand on me le fait en tant que joueur parce que pour moi, Ouais. le MJ doit s'approprier aussi le chose. Il doit savoir ce que le PNJ a à dire. Euh, et quand il lit, tu sais, il a un ton, il a un phrasé qu'il est en train de lire, quoi. Et ça me gêne. Ça me gêne. J'ai l'impression d'être arrivé dans un jeu vidéo où tu as la qui apparaît les phrases. Voilà. Donc moi, j'aime pas ça en tant que joueur. J'aime pas, je le fais jamais en tant que MJ. Le peu de fois où je le fais, c'est pas naturel et je déteste ça, donc je le fais plus. Donc, je l'ai peut-être pris comme ça aussi. Je l'ai peut-être pris en. C'est un bout à lire. Lisez ou paraphrasez ce bout de texte. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à être comme toi, mais sur mes deux dernières campagnes, j'ai commencé à tester des trucs, une petite astuce, entre guillemets, que j'utilise pour vraiment, tu sais, des fois cadrer un peu la campagne. C'est ce que j'appelle les fondus au noir. Mhm. Donc généralement, mes séances, elles commencent, là sur la dernière chronique que j'ai faite, on a joué, c'était assez court, en 9 séances. Elles commencent par un texte lu. C'est lu. Si les personnages interviennent, ils sont mis en scène dans le texte, tu vois. Donc chaque joueur retrouve son personnage où je vais décrire, il fait ceci ou cela, machin. Et ça me permet, moi, en tant que maître de jeu, de filer des indices, des infos, tu vois, qui apparaissent comme dans un fondu au noir au cinéma où, Ouais. tu vois, tu sais pas d'où ça vient, mais en tant que spectateur, si tu n'avais pas eu ce truc-là, tu aurais été largué. Ouais. Le Et début du de coup, moi, Star je m'en Wars, sers, hein, techniquement, voilà. par exemple. Et voilà. Et moi, je m'en sers de ça pour en fait essayer toujours d'avoir des joueurs, tu vois, impliqués dans la campagne. S'ils ont raté des indices, des trucs comme ça, tu vois, je peux un peu les aiguiller sans non plus que ce soit trop visible. Tu vois, il faut quand même le texte, je leur lis avec une petite musique de fond, etc. C'est un peu une et ça ouvre les parties. Et après derrière, on retombe dans le bon, bah vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Vraiment la conversation. C'est un moment entre la conversation où tu as le gameplay en fait, c'est un moment où le joueur est spectateur. Et moi j'aime bien ça, et j'aime bien aussi quand les joueurs décrivent leur personnage en faisant l'effort en ayant en tête au moins qu'à ce moment-là, les autres qui écoutent sont spectateurs. Mhm. Ouais, je comprends tout à fait. Mais c'est marrant parce que Pierre-Philippe Renaud, un maître du jeu de la chaîne Coup Critique, une chaîne québécoise, lui il a une technique aussi pour ça. Lui, il a une caméra. Il déplace une caméra dans la scène. Tu sais. La caméra survole les arbres, tu vois, pour les Ouais. plonger. Ça me fait penser un peu à ça, c'est pour les remettre dans l'ambiance aussi. Et il a des Et, décors, hein, du coup, ça. Il y a des décors avec des arbres et tout ça. non, 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 mais c'est juste purement narratif. Mais tu sais, imaginez une caméra qui survole Ah une oui. forêt. Nous, le truc des joueurs, on appelait ça la prise de caméra. Ok. Tu vois, notre dernière D'ailleurs, campagne à la session 0, t'en parles, il me semble, oui, à la fin, oui, la prise de à caméra. la session 0, on s'était dit, les gars, et on se dit comme convention, tu vois, un peu comme contrat social, pour que ce soit sympa, on essaye de faire des bonnes prises de caméra. Si votre personnage, il va aux écuries s'occuper de son cheval, profitez-en pour faire un truc qui claque. Faites-vous plaisir, c'est gratuit, il n'y a pas de jet de dés, vous contrôlez, et faites un truc qui fait que les joueurs qui écoutent, ils se disent, ah, ça a de la gueule quand même, tu vois. Mhm. Et, on a des jeux. Et du coup, même en partie, j'ai testé. Il y a des joueurs qui sont très à l'aise avec ça et qui amènent vraiment des trucs à leur personnage. Il y a des joueurs, ça les emmerde de parler de leur personnage à la troisième personne parce qu'ils veulent plus rester dans le roleplay à la première. Moi, je ferais partie de cela. Moi, je suis plus jeu que il. Ouais, Ouais. même en partie, et j'ai des joueurs qui utilisent, et des joueuses d'ailleurs, qui utilisent il et d'autres qui utilisent jeu. J'ai tendance à demander des fois un peu l'uniformisation aussi de ça. Il y en a qui jonglent entre les deux, et je sais que j'ai un joueur qui est parfois mal à l'aise avec ça. Parce que lui, il le fait pas, il reste au jeu, et des fois, il est mal à l'aise quand les autres utilisent le il. Donc, bon, C'est ça. Nous, on s'était dit, tu vois, dialogue, jeu, quand tu prends le dialogue, mhm, tu veux, interpeller un PNJ, questionner le tavernier.
ce que tu veux, première personne. Par contre, quand c'est un déplacement et qu'il y a du visuel, bah, fais-le à la troisième parce que nous, ce qu'on avait remarqué avec mon pote avec qui on fait les débriefs, là, c'est que quand tu le fais à la troisième, c'est là que tu vas rajouter Beaucoup de du descriptions. détail, du détail vestimentaire. Combien de campagnes j'ai fait où franchement, au bout d'un moment, les personnages, je ne savais il est en armure, lui? Il est comment? Alors oui, le magicien va être en toge, ça tu t'en rappelles, tu vois? Si tu joues à du D&D, mais et quand tu joues à d'autres jeux où il y a même pas les classes et cetera, en fait, ces détails-là, ils sautent un peu vite et comme l'intérêt pour que la table fonctionne, il faut que tout le monde soit focus sur un peu la même chose, même quand tu fais une description de pièce. En réalité, toi, dans ta tête, je vais décrire un truc, tu vas te faire une image mentale, ton camarade à côté, sur la même description, il va se faire une autre image mentale. Mm. À un moment, si vous devez évoluer dans la pièce, il faut quand même que, tu vois, s'il y a un bassin d'acide au milieu, il faut tous les deux que vous en ayez conscience et tout ça. Et du coup, la prise des caméras, on s'était dit, on va le tester sur cette chronique-là pour voir si. Et il y a eu beaucoup plus de détails vestimentaires. Parce qu'au bout de la troisième prise de caméra, le mec, alors au début, c'est facile, hein. Tu parles de ton chapeau, si tu as un chapeau, ton casque, après un peu la cape et tout. Mais quand tu joues 9 séances, tu vois, au bout d'un moment, c'était aussi un exercice pour les joueurs qui était challengeant. Ouais. De dire, là, je fais évoluer mon personnage, il traverse la rue, les autres le voient, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient un mec recourbé sur lui-même? Est-ce qu'ils voient un mec sur la pointe des pieds, tu vois, collé contre les murs sur le côté? Mm. Et ça oblige un peu les joueurs à faire plus de descriptions. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que l'utilisation du heal, ça amène quelque chose aussi si c'est bien fait au bon moment. Mais justement, tu nous parles de chronique depuis tout à l'heure, donc moi je sais ce que c'est, mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas, donc je rappelle qu'il y a une vidéo qui est faite sur ta chaîne qui explique ce concept-là, et je pense que c'est pour ça que ça s'appelle les chroniques de Corme. Mais justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est une chronique pour toi? Alors, moi, à force de, tu vois, d'essayer d'écrire des scénarios, d'essayer de progresser, et cetera, je me suis forcément, à un moment ou à un autre, tu as dû connaître ça aussi, tu t'interroges sur la structure de l'histoire que tu veux raconter, et cetera. Et comme moi, j'aime bien les campagnes, tu t'interroges sur, bon, bah, OK, quel découpage, et cetera. Et donc, moi, je suis venu à refaire une espèce de découpage. Donc, pour moi, une chronique, généralement, ça pourrait coller un peu avec un arc narratif, tu vois, qui va représenter un moment bien précis, un nœud, tu vois, où il va y avoir un passage, puis derrière, ça va déboucher sur autre chose. Et je trouvais ce concept plus pratique. C'est de la terminologie, hein, c'est bête, mais moi, ça m'a permis d'avoir les idées un peu plus au clair avec ce truc de chronique, de dire scénario, parce que scénario, quoi, c'est un truc, on va jouer 15 séances, on va jouer 20 séances. Est-ce que c'est pas plutôt une mini-campagne qu'un gros scénario? Mm. Donc moi, c'est campagne, et dans les campagnes, des chroniques. Ouais. Et c'était aussi parce que, tu sais, quand on joue en virtuel, on propose sa table et des joueurs viennent, donc on caste des joueurs qui vont participer. Et c'était aussi pour permettre qu'une chronique, ça fasse un tout. Et qu'un joueur, quand tu le recrutes, il vient et il s'engage à faire la chronique. Ouais. Et pas la Comme campagne. ça, et pas la campagne. Ouais. Parce que s'il s'embête, tu vois, moi, je vais pouvoir trouver des astuces narratives pour, dans la chronique suivante, faire rentrer un autre joueur qui jouera quand même un truc avec un début, un milieu et une fin. Parce que ça, les joueurs, ils y sont attachés. Mm. Tu vois, et on a tous fait des campagnes où à un moment, tu sais plus ce que tu joues. Parce que ça fait 23 séances que tu es dans la pampa à chercher le temple machin, tu vois. Et le temple machin, personne l'a vu. Tu finis par te dire que c'est pas la bonne pampa. Bon, pas grave, on va reprendre l'avion. Tu vois. Et donc, ça, moi, j'avais marqué aussi, les joueurs, ils sont très contents quand tu vois, quand il y a des étapes. Et du coup, à chaque fois, tu as des climax. Moi, j'essaie qu'il y ait dans une séance un climax de la séance et à l'échelle de la chronique, un plus gros climax. Ouais, et ça m'aide aussi, moi, du coup, dans mes découpages d'histoire. Mais en Ouais. fait, au final, c'est comme on découperait une série télé en saison. Chaque, le tout forme la série, donc la campagne. Puis chaque saison, c'est un arc narratif qui a ses enjeux. Le tout est relié par un fil rouge, mais il y a ses enjeux, ses tenants et ses aboutissants, ses intrigues. Et à la fin de chaque saison,
quand la série est normalement bien faite, ce sur quoi s'attardait la saison, donc la chronique, est réglé. Et... C'est ça. Et j'ai encore refait un bond là-dessus, justement, avec ma dernière campagne. C'est que maintenant, je parle même plus de campagne, parce qu'il y a un truc que je trouve très frustrant, c'est que tu te crées un perso, tu t'y attaches, la campagne est finie, ton perso, tu le joues plus. Donc, en fait, maintenant, je fais des sagas. Ce que j'appelle des sagas. C'est encore de la terminologie, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Mais en fait, tu as des chroniques, et en fait, tu peux jouer dans le même univers, à la même époque, un autre personnage, ou le tien 5 ans après, tu vois, Mhm. dans la même saga. Oui. Et moi, c'est tout bête, mais ça m'a débloqué des trucs pour savoir comment articuler la narration, tu vois, sur le long terme. Et les joueurs sont contents parce que du coup, c'est pas ah ben j'ai fini la campagne, c'est dommage parce que mon perso, je m'y étais attaché. En plus là, il commençait à vraiment avoir de l'épaisseur psychologique et tout. Il a fait des trucs, il connaît plein de PNJ et tout. Ah non, là, la saga, elle va se continuer. Et tu pourras, j'essaie toujours de faire en sorte que les joueurs puissent rentrer avec leur ancien personnage. C'est pas toujours possible, hein, bon, si on décide de faire un bond dans le temps, tu vas être joué le même univers, la même saga 15 ans après, Mhm. Mais, c'est pas tout. mais c'est intéressant, mais d'un autre côté, comment tu gérais ça dans un jeu à niveau? Dans un jeu à niveau, si tu as fait une campagne qui a fait du niveau 1 au niveau 20, hein, mettons qu'il y a 20 niveaux, comment tu jouerais après ta saga en continuant si tu veux ce que recherchent beaucoup de joueurs, à savoir progresser. Mais là, tu es arrivé au bout du bout. Il n'y a plus de niveau après. Est-ce que... Ah, c'est le problème des jeux à niveau. Ah oui. C'est que c'est très bien, et la mécanique auprès de certains joueurs, elle fonctionne, à savoir, voilà, l'intérêt, c'est de prendre des niveaux, tu as une course, tu vois. Mais en même temps, bah, au final, s'il y a une fin, ah, tu sais que quand tu arrives à la fin, tu arrives à la fin. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas. Moi, j'aime de plus en plus les propositions de jeu où même si tu as une progression de ton personnage, tu vois, il y a pas de fin. Et Mhm. pour ça, le concept de niveau, il est pas bon. Ouais. Tu vois? D'ailleurs, moi, je trouve que le concept de niveau, il me fait plus vibrer en tant que maître de jeu. Moi, mon intérêt, c'est pas d'amener les joueurs du 3e niveau au 7e. Et généralement, les joueurs avec qui ça fit le plus, c'est pas des joueurs, tu vois, qui viennent à la table pour dire je rentre au 3, mais je veux sortir au 14. Parce que ça, c'est déjà une façon d'appréhender le truc. Tu vois, moi, je préfère je trouve que ça se passe mieux avec des joueurs qui disent non, moi, ce que je veux, c'est venir au niveau 1, au niveau 5, si tu me dis qu'il faut qu'on soit au 5, tu vois, par rapport à la crédibilité de l'histoire, machin. Mais ce que je veux, c'est avoir une histoire. Tu vois, le niveau, on retombe dans les mécaniques. Et ça, pour moi, c'est pas le plus performant. Ouais. Pour, Et je suis assez d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que des jeux comme RuneQuest, par exemple, sur un nom comme ça, qui est basé sur un système décent et donc pas de niveau, peut être plus adapté pour faire des sagas comme ça. Puisque... c'est ça. Bah, HeroQuest est très, très bien de ce point de vue-là Mm. sur ça. Bon, après, HeroQuest, il y a le problème des peu de points de vie, la mortalité aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus un jeu à saga. Mm. Et puis, déjà, c'est différent, tu vois. Dans les jeux à niveau, euh, tu poses dès le début qu'un des enjeux, c'est de gagner des niveaux. Dans les jeux, moi, maintenant, je préfère les jeux où le truc du niveau, on s'en sert parce que, tu vois, moi, j'adore Rollmaster. Si je fais une partie avec du Rollmaster, il y a cette histoire de niveau. À un moment, le perso de 7e, il y a des mécaniques qui vont avec, le 7e niveau et tout. Mais pour moi, ça doit être caché sous le tapis, ça. On veut pas le voir. On Ouais, s'en ouais. fiche. Tu vois, nous, c'est l'histoire. Et tu peux faire vivre. Et c'est ça que j'aimais pas dans les bas niveaux de la 5e, où au premier niveau, si tu joues by the book, à l'époque, c'était le D4, le dé de vie du magicien. Le mec, il tirait son perso, il avait un point de vie. Et si tu veux raconter comme histoire avec un perso qui a un point de vie, elle va être très courte, à mon avis, Ouais. l'histoire. Et du coup, les trois quarts des scénars, des modules même de l'époque, tu vois, les premiers niveaux étaient chiants parce qu'il se passait rien. C'était juste pour que tu tues trois gobelins, deux petits machins, etc., pour passer au 2, au 3. Et tu différais toujours le moment où ça allait être le fun. Et moi, ça, j'essaie de le gommer. J'essaie que dès le début, dès le premier niveau, c'est pour ça ma règle sur les points de vie, c'est fixe, c'est la Mhm. constitution, ou Ouais. 2 fois la constitution.
Bon, ça dépend du voilà. Mais au final, c'est toujours pareil aujourd'hui. Je veux dire, tu prends la 5e édition, tout le monde sait très bien que les niveaux 1-2 jusqu'au 3, c'est un peu du tuto. Et ça commence vraiment à partir du niveau 3, ce qui fait qu'il y a beaucoup de groupes qui commencent niveau 3, parce que c'est là que tu Oui, acquiers et tes le problème, c'est capacités. que Ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on sait tous aussi que ça s'arrête au niveau 7. Oui, bah oui. Parce qu'au-dessus, c'est d'un inintérêt, tu vois? C'est-à-dire que cette mécanique de dire, en plus, tu vois, d'avoir alors ils sont de niveau 2, donc je vais mettre que des trucs qui sont, pimpables, par des niveaux 2, tu vois? Ouais. Bah, moi, ça c'est pas jouer en campagne. Moi, j'aime les campagnes, où, tu es de niveau 1, tu vas sur la mauvaise route, tu le croises le dragon rouge. Ouais, bah oui, bah c'est ça. Mais Tu le croises pas longtemps, mais tu le croises, tu vois? Et je trouve ça vachement plus savoureux que de parce qu'en fait, sinon, si tu respectes vraiment les niveaux, et Pathfinder, ils étaient forts pour ça. Tu avais des tables où tu calculais, alors ils te disaient: «Faut faire 3 combats médiums, un combat difficile, un truc par jour». Mais quel est l'intérêt? Et oui, tu non, vois? C'est c'est juste pour respecter le système et non plus l'histoire. Mais, c'est ça. mais justement, ça m'emmène sur, bah, je pense, la dernière partie, ça fait déjà un petit moment qu'on discute tous les deux. Euh, pour toi, étant donné que tu as mis une couche OSR à Brume et Démon, euh, alors que techniquement, je pourrais aussi le faire jouer en 5e, hein, je veux dire, c'est du Tout à fait. dungeon crawling, puis voilà. Euh, pour toi, le choix du système dans n'importe quel jeu, est-ce que la part que prend le système, c'est important pour toi? Est-ce que tu serais du genre à peu importe le système, je peux jouer à n'importe quoi du moment qu'on me serve une bonne histoire? Ou est-ce que le système doit répondre à des attentes de l'univers? Ou toi, des choses comme ça? Alors, moi, je suis pas sur le, enfin, je suis assez d'accord avec le système d'Azmata, Ouais. déjà, voilà. Mais, je serais malhonnête de dire que non, moi, le système m'en fiche. Tu peux me faire non, moi, il y a des jeux que je n'aime pas. Tu vois? Parce qu'il y a un truc dans le système qui me hérisse. Soit c'est trop simulationniste, soit ça ne l'est pas assez, soit c'est trop long sur certaines phases, trop rapide sur d'autres, soit ça, tu vois? Donc moi, je suis assez attaché au système avec lequel je vais jouer, Mhm. très honnêtement. C'est une faiblesse, hein, parce qu'on devrait pouvoir s'en et puis le système aussi, je pense que ça va plus loin que ça. Il y a des systèmes qui participent de l'ambiance à la table. On sait tous que la bonne partie de jeu de rôle, tu vois, il y a on est des êtres humains, donc on discute, il y a une émulation. Les moments vraiment magiques dont on se rappelle 20 ans après, bah, il y a des systèmes qui te le permettent beaucoup plus que d'autres. Oui. Donc, tu vois, il faut faire le rapport entre l'univers, l'histoire que tu veux faire jouer, l'ambiance à la table. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un système qui soit accepté par tous les participants. Ça, c'est la base. Et bien souvent, il y a des systèmes qui fonctionnent pas parce que sur ta table, tu vas avoir 2 gars qui surkiffent le système. «Ah, trop bien le système des dons, c'est trop bien, puis, je sais déjà ce que je vais prendre comme don au niveau d'après», tu sais? Les optimisateurs, voilà, et pourquoi pas, ça, c'est une proposition du jeu, tu vois? Et puis tu as d'autres joueurs qui n'aiment pas ce système, et tu vois? Et dès que tu dis, dès que tu es dans une phase un peu crunchy où on voit beaucoup le système, notamment les combats en Ouais. Medfan, ces joueurs-là, tu vois que pour eux, c'est à chaque fois, tu dis: «Ça va être le combat de trop». Ça va être le combat où à la fin, le joueur va dire: «Bon, moi, j'arrête parce que je m'emmerde sur cette campagne, ça m'amuse pas d'activer mes dons», tu vois? Donc c'est, Et je ne peux être que d'accord avec ça. Et, et je suis entièrement d'accord. Et j'aime aussi quand un système répond à son univers en encourageant les phases de roleplay, par exemple. Tu sais, bah, si je prends Against the Dark Master que j'ai devant moi là, mais tu sais, il y a un système de passion enfin les passion et drive, je sais plus comment ça a été traduit en français, mais où le joueur en jouant ses passions, donc c'est des trucs qui viennent le chercher. Exemple, j'ai peur du feu, puis il voit du feu, puis il va le jouer à la table comme ça. En le jouant, mmh le maître va lui donner des points de drive, et ces points de drive vont lui servir à être dépensés. Bah, j'ai échoué mon jet, bah, je dépense un point, des choses comme ça. Donc, toi, en fait, le système, dans ce cas-là, il vient encourager les phases de roleplay et la c'est profondeur du ça. personnage. Et ça, c'est Bah, ça, quelque chose c'est que j'aime cool. bien. C'est un truc qu'ils ont pompé, je crois, à Chaosium, hein, parce que les premiers jeux, c'est, Pendragon, je crois, avec les passions, Ouais. et après tu as RuneQuest Il y a 6, RuneQuest Mithras, ouais, qui est et différent. ils ont remis les passions aussi, et ça fonctionne bien. Et toi, Ça
on parlait tout à l'heure que c'était pompé. Bah oui, au final, tu vois, eux aussi, ils ont pompé à d'autres systèmes, et c'est normal. C'est l'émulation C'est qui. obligé. Voilà. Euh, Et puis, c'est dans ce sens-là où je te disais, tu vois, la boîte rouge est sortie, la messe est dite. oui, voilà, c'est ça. Quelque part, le fait de dire, bon, bah, on va incarner des mecs. Alors après, bon, comment on va les définir? Bon, bah, il y a les 6 caractéristiques du basique, tu vois. Bon, après, si tu les changes, les premiers jeux, je me rappelle, les mecs, ils n'avaient pas le droit, ils voulaient pas mettre force, dextérité, constitution. Donc, tu as vu apparaître agilité, tu vois, au lieu de dextérité, qui en plus correspond plus, puisque la dextérité, c'est plus les doigts, et généralement, c'est de l'agilité, voilà. Et mais en fait, le cœur du truc, il était déjà là. Tu vois, Oui, après, c'est de la mise en forme, c'est du. tu peux le tourner comme tu veux, mais la façon de faire du jeu de rôle, que tu joues à un jeu très crunchy ou un jeu narrativiste, tu fais du jeu de rôle. Enfin, c'est. C'est ça. Et après, tu as les trucs beaucoup plus simples, corps, esprit. Oui, voilà, par exemple Je crois aussi. que c'est sombre, corps, esprit. Mm. Ouais, c'est super. Ça, il y a un effort d'économie qui est génial. D'ailleurs, dans tout ce jeu-là, je trouve que le côté peu d'éléments qui fonctionnent bien dans le sens d'amener le jeu vers ce qu'il veut faire. Je sais pas si tu connais, je parle de Sombre. sombre. Ah, je Ouais. connais de nom, j'ai jamais fait une partie. Ouais, ça marche très bien pour ce que ça veut faire. Et il y a je trouve que c'est millimétré le côté, pas besoin d'en faire plus. Pas besoin de faire 40 pages de règles si tu peux le faire sur 39. Mhm. Tu vois. Et Euh, et voilà, mais en même temps, c'est la même chose. Tu vas définir les trucs physiques, les compétences physiques et les compétences plutôt mentales, oui, etc. Et tu as ça aussi avec la sagesse, l'intelligence, le charisme, et puis force, constitution, dextérité, tu l'as dès le basique. En fait, le concept, il est déjà là. Après, c'est une déclinaison de ces. Bon, après, c'est en déclinant les trucs qu'on peut jouer sur la granularité, tu vois, sur le côté plus ou moins simulationniste. Bah, il en faut pour tous les goûts. Donc, ouais. c'est très bien aussi hein, Ouais, que mais ça parte un peu dans tous l'important, les c'est qu'au sens. final, à la fin, on fait tous du jeu de rôle, et puis voilà. C'est On ça. est tous capables de se comprendre et on a les mêmes expériences, enfin, pas les mêmes expériences, mais le même ressenti auprès des tables. Et un maître de jeu d'un jeu narrativiste sans dés, oula, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Mais un maître de jeu d'un jeu narrativiste sans dés et un maître du jeu qui joue à Pathfinder première édition qui est très crunchy, bah, ils pourront avoir les mêmes types d'anecdotes et les mêmes ressentis en partie et les mêmes échanges de procédés, quoi. On partage quand même quelque chose, l'expérience du jeu de rôle. C'est Quel ça. que soit le jeu, quels que soient les gens avec qui tu pratiques, tu partages l'expérience du jeu de rôle. Et au final, c'est ça qui est, enfin, je pense que c'est ça qui est important, quoi. Exact, et tout à fait. Et au final, c'est ça qui est bien aussi, qui est beau quelque part, de pouvoir s'adapter comme ça. Bon, et donc pour finir, il y a le 1 là, mais c'est quand qui sort le 2? Parce que justement, excuse-moi, je te laisse répondre juste après, mais parce que j'ai oublié un point depuis tout à l'heure, mais là tu nous proposes une chronique, mais est-ce qu'il y a la suite qui va. Est-ce que dans le 2, ça va être relié? Il me semble que oui, d'après ce qu'il. Alors, oui. L'idée derrière ça, c'était en fait d'amener dans l'univers, en étant très minimaliste justement, peu d'éléments et du jouable tout de suite. Avec ça, on construit une première chronique. Et puis derrière, une suite où il y aura d'autres, un peu plus de lore, tu vois, Mhm, encore des infos d'univers, et une deuxième histoire qui sera une suite. Et puis en plus, tu as vu la fin, donc c'est assez ouvert sur ce qui peut se passer aussi derrière. Alors c'est juste que, comme je te le disais tout à l'heure en antenne, moi là je suis dans la phase de réflexion sur ce que je vais en faire, puisque Brume et Démons, c'était aussi pour moi un coup d'essai. En réalité, il y a un numéro 1 dessus, mais c'est presque un numéro 0. mhm. Tu vois, c'est le truc fait tout seul, chez soi, voilà. Vraiment le truc homemade, machin, hein, très artisanal. À ce que je vais développer, j'ai plusieurs, voilà, c'est en maturation. En tout cas, il y aurait la possibilité, bien sûr, de continuer les histoires. Rester sur le système OSR, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'hésite un peu là-dessus. Proposer un système qui est une espèce, mon Frankenstein, de bric-à-brac, avec d'autres systèmes qui me paraît encore plus amusant à jouer que Oz, Mhm. pour avoir testé les deux, tu vois, et avoir demandé à mes joueurs ce qu'ils en pensaient. Là, je suis vraiment content de cette formule-là, mais d'un autre côté, comme c'est que des trucs pompés à droite à gauche,
Je sais pas dans quelle mesure, je peux les prendre, les rassembler, les rédiger et en faire un entre guillemets «proposer un système avec». Puis je sais pas si j'ai envie de moi je préfère écrire des histoires que des Que des systèmes systèmes. quoi. Je me sens plus voilà, je suis pas trop game designer en fait. Heu peut-être faire un atlas, il y aurait cette possibilité-là, c'est-à-dire ne pas forcément sortir de numéro 2, continuer à travailler et sortir un atlas de cornes. Mmh. Et peut-être alors dans ce cas-là, sans système, bon, là, je suis en phase de réflexion par rapport à tout ça. C'est OK. pour ça aussi que je voulais que ce premier numéro, il forme quand même un tout, tu vois? Il y a quelques house rules, des petits conseils de maîtrise, Mmh. un scénar. Donc en fait, même s'il y a pas de suite, déjà, il y a un intérêt de l'avoir, c'est que tu le joues et tu passes un bon moment, Oui et j'espère. oui, effectivement et justement pour les gens qui se diraient peut-être, «Ouais, mais s'il y a pas de 2, ça sert à rien que j'achète le 1». Je vous dirais non puisque le scénario est quand même complet, il a un début et une fin. Il y a une fin ouverte et il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Mais techniquement, on vous met le pied à l'étrier, quoi. Voilà, tu mets le pied à l'étrier et puis après, si la personne veut pousser plus loin, bah, elle peut pousser plus loin, quoi. Voilà. Complètement. Vous pouvez aussi effectivement jouer avec ce départ-là et puis après écrire vous-même la suite. Mmh. Ce qui est encore plus fun, hein, pour les gens qui aiment écrire, Voilà, ils c'est partent de cette base, il y a des PNJ qui peuvent être récurrents, il y aura certainement des joueurs qui vont survivre, on donc la espère. suite normalement oui. Ça, du coup, ça dépendra aussi du système que vous avez utilisé. Mais, Voilà. mais tu vois, moi, comme ça, mon ressenti, je te dirais comme ça de dégager tout ce qui est système, de venir peut-être mettre des notes d'intention sur ce qu'il faudrait faire comme type de jet, voilà, un Mmh, jet mmh de mh. type perception, ou un truc un peu vague, mais encore, même pas besoin parce qu'au final, ça va venir naturellement, normalement. Et puis, de te concentrer vraiment sur le développement de l'histoire et du scénario ou de l'Atlas. Mais comme ça, ce serait systemless et puis agnostique et au moins les gens peuvent venir mettre la couche qu'ils veulent quoi. Ouais, Voilà. ouais, c'est une bonne idée. Mais là, je te dis maturation, mais effectivement, je pense que je me dirige plus il y a plus de chances que ça se dirige vers quelque chose comme ça. Ok. Bon, eh bien c'est très cool. Et bien là-dessus, je pense qu'on va vous laisser les spectateurs. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Pierre, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que Bah, tu veux écoute, dire? moi, le mot de la fin, ça va être pour te remercier, déjà d'avoir soutenu en te procurant l'ouvrage et deuxièmement, en m'ayant permis de venir en discuter avec toi parce que c'est toujours agréable d'avoir des retours. J'ai Mhm. quelques personnes qui m'ont fait, des retours également, et c'est moi je suis tout enfin voilà, c'est toujours bien, de partager tout ça avec un rôliste passionné donc écoute, moi j'ai découvert ta chaîne un peu comme toi, tu as découvert la mienne, il y a pas si longtemps que ça en fait. Je crois qu'elle est un peu plus récente que Oui, la la, mienne, la ta plus chaîne. récente, je l'ai ouverte en août. Voilà, bah, moi j'ai découvert ça en octobre, je crois, Quelque chose comme ça, ouais. septembre-octobre. Et donc c'est très cool, ça fait toujours plaisir de partager, sur notre, passion commune, voilà et peut-être on aura l'occasion alors si je savais filmer, je t'aurais bien invité sur ma chaîne à faire une, tu vois, sur un autre thème, hein, tu vois, une table ronde ou je ne sais quoi ou une caisse ou Mais après, discuter de jeux de rôle. je On aura peut-être l'occasion de le refaire, Après, on pourra s'en reparler, mais je pourrais aussi gérer la captation de mon côté et puis te l'envoyer pour ta chaîne, au bout de ta chaîne, quoi. Mais en tout cas, j'accepterai pourquoi avec pas. plaisir. Bah, c'est cool. Là-dessus, messieurs, mesdames, au revoir. Et en attendant de nous revoir, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!